plein de questions. Ça te manque pas trop de pas faire de Zilio? Oh, je bricole toujours un petit peu à réparer l'autre là, mais le site. Si, j'ai hâte de m'y mettre là, ça va être bien. Bon, je sors le cahier. Ouais, j'espère qu'il y a plein Bonjour de à pages. tous. Salut Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonjour à tous. On devrait avoir Pascal aussi. Hop là, qu'est-ce que j'ai foutu? Il reste plus qu'une page. Hein. Faut pas trop en demander. Hein. Et on a Mohamed qui nous rejoint. On peut attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on démarre. Ouais, donc pour l'enregistrement, tu accepteras Fireflies, normalement, qui doit. J'ai pas fait attention si. Bonsoir tout le monde. Arrivé. Salut Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Martial. On attend un petit peu que tout le monde arrive et puis après on démarre. On attend. Il est officiellement 21h01. On n'est pas si en retard que ça. On est plutôt en avance. Et on a Denis, Jérôme et Guillaume qui nous rejoignent. Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à Bonsoir, tous. Guillaume. Salut Bonsoir Guillaume. Denis. Jérôme. Bonjour. Je suis pas trop en retard. Bon, Non, ça va. On est nombreux. Merci pour votre venue en tout cas. C'est bien. L'occasion de rediscuter. Je crois que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un atelier. Ouais. Le dernier devait dater de novembre peut-être. Je me souviens plus très bien. Ah oui, ça date, ouais. Ouais, c'est l'occasion de rediscuter ensemble. Et puis on va rediscuter un peu des retours utilisateurs. Qu'est-ce que vous avez pensé des dernières fonctionnalités? Qu'est-ce qui vous a bloqué? Peut-être dans les dernières fonctionnalités ou ce qui pourrait vous manquer au quotidien, ce que vous trouvez génial, ce que vous trouvez un peu pénible. Et puis, c'est l'occasion aussi de me demander des sujets sur la roadmap divers et variés. N'hésitez pas. La réunion est faite pour vous. Et ça va être un moment de bon partage. Ok. On passe au slide suivant. Allez, t'as démarré l'enregistrement, Martial? Hop là. Voilà. Ah, on n'entend plus Martial. Pardon, j'avais coupé le micro, oui. Ouais, j'ai vu que Fireflies était lancé, donc ça doit être tout bon pour l'enregistrement. Ok, très bien. Super, merci. Eh ben, on va démarrer par un petit tour de table. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui assistaient à cet atelier pour la première fois. Ça pourrait être intéressant de vous présenter, peut-être nous dire sur quel genre d'application vous travaillez en ce moment. Et après, on va faire un petit tour de table sur les retours utilisateurs, sur des demandes, sur des remarques, sur n'importe quelle fonctionnalité que vous avez utilisée. Voilà, c'est le petit moment des doléances pour l'application Zilio. Donc, j'ai vu qu'il y avait Merlin qui était là, qui assiste à l'atelier pour la première fois. Est-ce que tu pourrais vite fait te présenter, dire où tu es? Bien sûr, bien sûr. Et puis, Bonsoir, merci de l'invitation. Je suis de la région Auvergne-Alpes, donc à Lyon, et j'ai découvert Zilio pour compléter ce que j'arrivais pas à faire avec TimeTonic. J'utilise Zilio assez bizarrement par rapport à ce que Didier a l'habitude de le faire, j'ai l'impression, puisque là, on est en plein dedans. J'utilise Zilio pour faire de la concertation pour les municipalités. J'utilise Zilio pour faire le QSE des entreprises, etc., etc. Donc, pas vraiment pour de l'achat ou autre qui présente souvent avec les produits. Enfin, voilà. très bien. C'est surtout le lien TimeTonic Zilio qui fait que je suis là. Et petit à petit, je suis en train de me dire presque besoin de plus que Zilio. Et du coup, vive l'Auvergne. On est Auvergnat, là. Merci Merlin.
Alors, je vois pas la liste des personnes. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois. Julien, je sais pas si tu as déjà assisté à un atelier. Toi, tu vois peut-être la liste, Didier? Bonjour à tous. Julien, Salut. oui. Euh, alors, non, j'ai jamais assisté à un atelier en live. J'ai regardé des vidéos, mais je n'ai jamais assisté à un atelier en live. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'échanger plusieurs fois avec de nombreux utilisateurs, que ce soit Didier, Martial, qui m'ont bien aidé d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup utilisé Zilio pour construire une app, pour créer une bourse libre en fait, pour permettre à des étudiants d'un conservatoire de poster des annonces pour pouvoir vendre des partitions, des instruments de seconde main. Et donc, l'app est toute prête et je suis voilà, en discussion avec l'APEC du conservatoire pour la lancer officiellement. J'attends le feu vert parce qu'on veut faire un petit lancement au sein du conservatoire de façon assez officielle avec l'appui des professeurs pour qu'il y ait un vrai engagement en fait, de la part des étudiants. Donc voilà, j'ai été très actif plus il y a quelques mois qu'aujourd'hui, mais très enthousiaste à l'utilisation de Zilio et très enthousiaste à l'idée de découvrir de nouvelles fonctionnalités à chaque fois. Très bien. Et t'es dans quelle région? Je suis à Aix-en-Provence. Ok, super. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'on a encore des nouvelles personnes? Euh, Mohamed, je crois que c'est ta deuxième fois, hein, je crois, Oui, Mohamed. t'es déjà là, je crois. Oui, j'étais là la dernière fois, effectivement. Oui. Bah, très bien. On peut commencer un peu ce rapide tour de table pour nous faire part de vos remarques, remontées, de problèmes, de bugs, de souhaits, de nouvelles fonctionnalités. Toutes remarques sont bonnes à prendre. Didier va prendre son cahier et prendre plein de notes Ouais. pour la liste de cadeaux. Donc, n'hésitez pas, s'il y en a parmi vous qui ont des premières idées pour lancer un peu la... Oui, moi, je peux commencer, hein. Après, aujourd'hui, Zilio, moi, je suis très satisfait parce que mon client, il est aussi satisfait, hein. C'est dans le cadre de l'éducation, hein. C'est une ONG qui évolue dans le secteur éducatif. Donc, aujourd'hui, ils utilisent Zilio pour mettre en relation les enseignants et les étudiants. Ça donne une très bonne interactivité. Donc, ça se passe super bien. Après, moi, j'ai d'autres projets personnels. Parce que mon prochain projet, je l'ai un peu expliqué brièvement à Didier, c'est de créer un SaaS pour aider les élèves dans mon pays d'origine, la Guinée, au fait qu'ils passent les examens dans les classes d'examen, les examens nationaux. Parce que chez nous, il faut savoir qu'en CM2, il y a un examen à passer pour passer au collège, il y a un examen du brevet et puis il y a le bac aussi. Donc aujourd'hui, ces élèves, ils ont pas mal de problèmes. Je voudrais aussi mettre en place une application qui va leur permettre de faire des révisions pour mieux préparer ces examens. Et aujourd'hui, je teste d'autres outils qui me permettent d'aller plus vite en me proposant des choses, des idées. Et aujourd'hui, il faut qu'on construise nous-mêmes. Ma question, est-ce que c'est possible dans l'avenir de rajouter l'IA dans Zilio? On donne un prompt. On a une idée de ça, on lui donne le prompt et puis il nous fait le prototypage. Et après, voilà, le back-end, on essaie juste de... Comme ça se passe aujourd'hui sur Zit, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'outil. Zit, c'est un outil de fill-out aujourd'hui. Avec un prompt de 2-3 lignes, il te met quand même une certaine idée de l'application. Donc aujourd'hui, si j'ai une petite remarque ou une évolution à proposer à Zilio, c'est peut-être que ce n'est pas demandé par d'autres personnes, hein, mais aujourd'hui, franchement, il faut intégrer l'IA. Hein, parce que ça facilite tellement de choses. Voilà, je n'ai pas trop monopolisé. Il y a le quatrième point là, peut-être. On va parler un peu d'IA tout à l'heure. Super. Merci Mohamed. Martial. Ouais, alors j'en ai déjà touché un petit mot à Didier, mais peut-être que ça parlera à d'autres également. L'idée, c'est d'avoir des fonctions d'action qu'on puisse réutiliser. Donc une action, enfin une série d'actions qu'on nomme, et puis du coup, quand on clique sur un bouton, on appelle la fonction plutôt que de reproduire les actions une par une sur des boutons identiques.
J'ai eu le cas très récemment où en gérant des écrans différents en fonction des devices, bah, du coup, ça m'obligeait à recréer les actions identiques à chaque fois derrière chaque bouton. Et en termes de, dès que je voulais faire une modif, bon, fallait que j'ai la tête sur les épaules pour bien y penser. Et puis comme je suis un peu étourdi, c'était pas toujours évident. Il y a des risques d'erreur, ouais. Ok, ouais. Alors, copier une action dans une propriété, c'est ça. Mais ça ne t'a pas suffi, Martial. Copier l'action dans une propriété, c'est-à-dire. En fait, sur un bouton, par exemple, tu as une propriété action, et tu peux copier-coller une action qui provient d'un autre bouton. Ah, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait ça. Attends, je regarde tout de suite. J'ai pas fait attention que ça existait, mais si ça existe déjà et que je l'ai pas vu, c'est encore plus magnifique. Tu veux dire Alors, que c'est la même action qui est reliée à deux boutons? j'allais préciser, donc en fait, c'est une sorte de copier-coller, hein, c'est pas la même action. Oui. Hein, c'est Ah bien oui, deux actions différentes. ah non, l'idée c'est que si je veux Ah, modifier, par exemple dans ma série d'actions, si je veux modifier une formule, que je la modifie au niveau le plus haut, au niveau de la fonction, pour que ce soit actif directement sur les autres sans être obligé de revenir sur les nouvelles actions, enfin sur les autres actions des autres écrans. C'est ok. une sorte d'instance. Les actions réutilisables. Ouais, c'est des séries d'actions réutilisables en fait. L'idée c'est de regrouper, par exemple, si tu as un add row, modifier une ligne, derrière une pop-up, ensuite tu vas vers l'écran. Enfin, tu vois, il y a d'avoir toute cette série d'actions qui puisse être paramétrée une fois à un seul endroit et réutilisable sur différents boutons. Donc, réutilisable on pourrait lui donner un nom. Voilà, oui, tu la nommes et puis derrière, tu as une action qui peut s'appeler appeler fonction ou appeler série d'actions. Et puis tu vas chercher le nom là. Ok, je vois. C'est pas si compliqué à mettre en place. Faut un peu plus réfléchir à l'UX, en fait, comment proposer la fonctionnalité, Ouais. comment sélectionner une action réutilisable. Donc, Ok, c'est noté. mais méfie-toi parce que quand tu dis que c'est pas compliqué à mettre en place, généralement le lendemain matin, tu l'as sans fraude. C'est presque ça, ouais. C'est presque ça. Merci Euh, Martial. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Moi, je Guillaume. pensais aux dernières grandes fonctionnalités comme les nouvelles icônes, des composants tableaux, et puis le composant commentaire, si je peux vous donner des pistes, si jamais. Est-ce que ces fonctionnalités qui ont plu, ont peut-être été trop overhypées, puis finalement, quand vous les utilisez, vous avez trouvé peut-être limité. Je ne sais pas, hein, j'invente. Hein. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ces dernières fonctionnalités? Alors moi, Guillaume. je vais me permettre. J'ai 3 doléances en vrai. Une mineure, justement, qui concerne les fameuses icônes. Moi, les icônes, je les trouve sympas. Toujours à la recherche de trouver de nouvelles icônes, notamment sur des applications qui doivent être assez graphiques. C'est quand même assez intéressant. Par contre, je ne trouve jamais, dans le sens où je ne sais pas si ça vient de l'implémentation des nouvelles icônes, mais dans la barre de recherche, quand je recherche une icône, j'ai jamais rien qui pop. Donc, je suis obligé de les rechercher à la main. C'est un véritable. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes lorsque j'ai fait mon application là-dessus. Et j'ai trouvé ça super pénible. Alors, Ouais, je je suis suis peut-être un d'accord. peu chieur, hein, mais Et donc du même coup, les comment? nouvelles, il y en a 600. Ouais, ouais, sur les nouvelles, ouais. Ouais. Donc par exemple, tu as de chouettes smileys qu'on utilise, nous, dans l'application. À chaque fois, je devais les chercher moi-même parce que j'ai jamais trouvé le terme qui permettait de les trouver. Donc ça, après, sinon, je trouve les icônes vraiment sympas. C'est toujours un plus d'avoir de nouvelles icônes à mettre en place, voilà, pour faire une interface. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Sinon, sur les deux autres petites doléances, alors il y en a une que tu connais déjà, parce que je t'en ai parlé. Je sais que tu étais prêt à la mettre en place. Je sais pas encore si tu l'as fait, parce que je me suis pas repenché sur la question, mais je vais quand même en parler. Peut-être que ça parlera à d'autres. En fait, en gros, sur la base de données, j'aimerais bien qu'on puisse faire des requêtes en distinct sur un champ en particulier. Dans notre use case, par exemple,
Comme tu le sais, on a pas mal de lignes et il y a pas mal de lignes qui se retrouvent avec, par exemple, le même email, ce genre de choses. Et le but, ce serait de pouvoir faire un select dans la base distincte pour pouvoir dire que je veux, malgré que j'ai plusieurs enregistrements, pouvoir aller récupérer certaines informations en faisant un distinct sur un champ. Donc ça, je t'en avais parlé, Didier. Ouais. Normalement. Tu parles des formules, hein. Si je traduis pour les autres, en fait, on a des formules de recherche et en fait, elles ne traitent pas les doublons. Elles retournent les doublons si des doublons sont présents dans la table. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est une demande que j'ai fait, parce que ça, c'est un truc dont j'ai vachement besoin, pour le coup, dans notre use case. Et en tout cas, ça pourrait nous aider beaucoup. Et apparemment, j'étais le seul à l'avoir. J'étais le premier à le demander. Donc, Ouais, je confirme. On a un ticket, hein, le ticket est présent. ouais, Enfin, tu m'avais dit que tu avais fait le ticket. Et la dernière petite doléance que j'ai, et ça, je l'ai vu en conception, c'est le feedback concernant les conteneurs. Quand tu commences à utiliser plusieurs conteneurs dans une même fenêtre, je trouve que parfois, il est difficile, tu sais, quand tu veux tirer un composant et le mettre dans un des conteneurs, de bien voir où tu veux le placer. Donc, c'est souvent que tu te loupes. Donc, tu es obligé de recommencer jusqu'à ce que tu vois le feedback, en fait, utilisateur en disant, ah, là, je suis bien dans le conteneur, je suis au bon endroit. Et sur des fenêtres un peu complexes, ça peut être alors, c'est pas très grave, hein, mais une fois qu'on a pris le coup, mais c'est vrai que ça manque un peu de feedback, je trouve, sous les conteneurs. Ça, c'est... Voilà, c'est le truc que j'ai remarqué. Voilà, c'est les trois petites doléances, surtout le distinct de la base de données qui me tient toujours à cœur. Et sinon, c'est vrai que au niveau des conteneurs, j'ai remarqué ça sur ma dernière application, que c'était assez problématique à certains moments. Là, je rebondis, Guillaume, sur le sujet des conteneurs. Moi, ce que j'ai trouvé aussi pas toujours évident par moment, c'est que par défaut, il est en taille auto. Et du coup, on le positionne, et puis, là, puis après, on peut plus rien mettre dedans. Donc, il faut le sélectionner, le mettre en taille mini, enfin petit, enfin changer, mettre une taille fixe pour repositionner les composants dedans. Et après, on le repasse en auto. Et le sélectionner quand on se souvient où on l'a posé. Oui, et c'est pour ça, enfin, Didier qui m'a fait la remarque une ou deux fois, où sur les applis, avant qu'elles soient terminées, je laisse toujours le titre du conteneur pour pouvoir le retrouver facilement et le sélectionner. Et je l'enlève vraiment au dernier moment, justement à cause de ça, pour savoir bien où cliquer. Est-ce que tu peux avoir un système de cadre coloré autour des conteneurs qui soit visible que dans le studio, mais pas quand l'appli est publiée? Ouais, c'est un sujet un peu délicat parce que les écrans qu'on voit dans le studio, ils sont censés être très fidèles au résultat. Mm. Ils contiennent les données et il n'y a pas de fioritures autour. Il les rend très fidèles, en fait. On pourrait Si on a imaginer, des pointillés, des couleurs de fond, déjà on met une couleur de fond pour que ça fonctionne, on vaut pourrait, mieux. ouais. On pourrait imaginer une option, peut-être. On pourrait imaginer l'option qui encadre tous les conteneurs ou qui ajoute un fond. Après, sur certains logiciels, il y a les vues grid un peu, enfin, on voit un peu tous les contours de chaque chose et on a une petite coche en haut, par exemple, on met tous les bords, on met pas tous les bords et comme ça, on voit tous les conteneurs ou pas, suivant ce qu'on a besoin de voir. Ouais, afficher. Il y a une autre solution aussi, c'est de le faire un peu à la Flutterflow, c'est-à-dire d'avoir une sorte à gauche ou à droite, enfin, peu importe, une sorte d'arborescence de ce qu'on a dans l'écran. Ça pourrait être aussi une solution pour y voir, on va dire, plus clair, tout en gardant l'aspect visuel qui reste, j'ai envie de dire, vraiment l'application. Ça nous permettrait d'avoir en fait l'arborescence de l'écran. Ça peut être une idée aussi. Je sais pas si c'est implémentable, mais ça peut être une idée. Ça l'est. Après, on pourrait aussi, lorsqu'on sélectionne un écran, le studio pourrait mettre en évidence tous les conteneurs de cet écran. Ça serait bien. À étudier, on peut le maqueter. Hein. Ouais, c'est vrai qu'un peu plus de feedback sur les containers, ça pourrait être, ou en général, ça, en conception, ça peut être sympa. Hein. Bon, des fois, j'en retrouve certains au bout d'un moment. Oh, il y en avait un là. C'est vrai. J'avais oublié de l'enlever celui-là. Alors, Denis veut s'exprimer. Oui, j'étais en train de remettre mon micro. Je t'en mets la vidéo en même temps. Oui, en parlant des containers, justement, moi aussi, j'ai une petite remarque. Ce serait bien qu'on puisse changer la couleur de fond des containers suivant les colonnes.
Parce que des fois, sur le container, on met 3 ou 4 colonnes. Et quand je veux essayer de donner un style à mon appli, j'ai toute la même couleur sur les fonds de container. Et ce serait pas mal de pouvoir changer la couleur pour donner un peu plus de style, un dégradé ou quelque chose, ou un style suivant la forme. Et aussi au niveau des couleurs, ce serait pas mal de pouvoir changer les couleurs de fond ou la couleur de la typo dans les containers ou autre chose en parallèle à une fonction. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une appli où j'ai fait les nouveaux patients qui sont arrivés depuis hier. Et donc, le fait de faire la fonction juste depuis hier, ça me permet de voir ceux qui viennent d'arriver, quoi, en changeant de couleur. Et c'est toujours visuel sur l'appli. C'est très visuel, alors que les autres, c'était zéro, quoi, toi. Et donc, ça serait intéressant d'avoir ça pour avoir un petit peu le changement. Parce que c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à changer la couleur d'une typo, par exemple, suivant ce qu'on veut, quoi, suivant un résultat. C'est toujours noir ou les autres couleurs que tu as pris. C'est une couleur dynamique, quoi. Ouais, c'est voilà. Et Donc, dernière petite doléance, alors c'est peut-être que moi, mais j'ai un problème avec les dates dans le TypeTonic. J'ai toujours une erreur dans les dates dans le tableau des données et ça me pose de gros problèmes. Est-ce que je ne sais pas si vous avez ça aussi ou pas? Alors, en fait, dans les dates, je ne sais pas si tu as vu, il y a un paramètre dans le paramétrage TimeTonic. Tu peux choisir le format des dates que tu utilises dans TimeTonic. OK. Parce qu'en fait, par défaut, alors j'ai des experts TimeTonic là, hein, mais par défaut, en fait, c'est le format français qui est utilisé par TimeTonic. Donc, c'est jour, mois, année. En fait, ça ne correspond pas au format attendu par Zilliu. Et dans ce cas-là, il faut le configurer dans les paramètres. OK. Puis il y a les slash ou les tirets aussi qui rentrent en ligne de compte. Parce que si on met le format avec les slash et l'autre avec le tiret, ça Ouais. aussi. OK. Bah, je vais essayer de configurer dans le TypeTonic en espérant que ça ne va pas bousiller un peu tout parce que j'ai plusieurs applications qui partent de TypeTonic. Ouais. Ouais. Donc, Alors, c'est j'espère que dans Zilliu, en fait. Hein. C'est dans Zilliu que tu indiques le format que tu utilises dans TimeTonic. c'est dans Zillow que tu fais ça. Ouais, OK. ouais. J'ai pas vu. OK, bah, je vais vérifier ça. C'est vrai qu'au tout début, il fallait configurer toutes les dates dans un certain format dans TimeTonic. On m'a rapidement fait comprendre que c'était un peu compliqué pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser TimeTonic. Et du coup, on a fait ce changement dans l'intégration TimeTonic. Donc, tu peux OK, je choisir l'ai ton pas vu. format. Effectivement. OK, super. Merci. Et à propos des couleurs dynamiques, c'est la couleur du texte et la couleur du fond des éléments du liste. Bah oui, si tu peux faire les deux, oui. Voilà, on a discuté de ça aussi. Ok. Pendant qu'on y est. Super. Merci, Denis. De rien. Ouais, moi j'avais des remarques aussi. Sur tes tables éditables, tu te rappelles quand tu as des paginations, si tu es sur la page 2, eh ben, ça t'ouvre les éléments de la page 1. Est-ce que tu avais réussi à régler ce problème-là? Ouais, c'est corrigé. Ok. Corrigé depuis, J'ai enfin, des clients rapidement, qui en fait. ont s'est fait régler aussi, moi, de mon côté. Tu avais fait un post et mes clients m'ont confirmé que ça fonctionnait bien. Et oui, sur les bases de données, on en avait déjà parlé, c'est d'avoir des formules pour pouvoir faire des calculs. C'est-à-dire que j'ai 2 chiffres et je veux faire une addition dans la 3e colonne. Ça, ce serait pratique parce que pour faire un calcul, on est obligé de lancer une action à chaque fois. Et donc, des fois, j'ai des valeurs fausses. Voilà, donc ça, ce serait intéressant de pouvoir avoir des formules dans certaines bases de données. Des colonnes dynamiques. Ouais, c'est ça, des colonnes dynamiques. Et puis la 3e chose, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ce que tu nous avais présenté peut-être au dernier atelier, sur le module imbriqué, savoir si tu as prévu de le sortir dans les quelques mois qui viennent.
Ouais, les composants imbriqués, on n'a pas progressé parce qu'on a priorisé les 10 millions de lignes. Mhm. Le prototype est toujours là et c'est un bon point de départ pour continuer. Ok. T'as un peu de visibilité peut-être sur la roadmap? Non, je ne l'ai pas aujourd'hui. Je l'ai pas aujourd'hui. Le grand sujet qui nous reste à traiter cette année, ça va être les automatisations. Mhm. Là, ça va être un sujet de priorité. Est-ce qu'on priorise les automatisations ou d'autres sujets comme celui-là? Il y a les sujets de l'intégration IA, dont on va parler bientôt. Et, puis il y a plein de petits sujets comme l'offline, par exemple. C'est un sujet qui revient assez régulièrement. Zilio permet de synchroniser les données. Donc l'application fonctionne vraiment en offline. Je l'ai démontré pendant le dernier Zistim. Donc on a vraiment une application qui démarre, je veux dire, même si elle n'est pas démarrée, qu'il n'y a pas de connexion, elle démarre, elle affiche les données et on peut consulter toutes les données. En revanche, on ne peut pas mettre à jour. Et là, ça c'est souligné assez régulièrement. Donc ça m'est demandé. Euh, effectivement, c'est un sujet qui revient quand on parle de l'offline. Est-ce qu'on peut synchroniser, mais est-ce qu'on peut aussi mettre à jour? Donc ça, c'est un sujet qu'on priorise à un moment donné. C'est pas un sujet simple. Mais tout ça va se faire dans l'année, hein, de toute façon. Hein. L'automatisation, les composants imbriqués, les 10 millions de lignes qui ne devraient pas tarder. Ok, merci. Nicolas? Oui, je peux enchaîner, effectivement. Donc, pour rebondir, moi, ce qui me bloque beaucoup aussi, parce que je suis très orienté sur les applications SaaS, et il y a vraiment quelque chose qui me bloque beaucoup dans les applications SaaS, c'est les automatisations. Puisqu'en fait, elles ne se répercutent pas si je duplique en fait une application. L'automatisation que je peux faire sur Make, par exemple, elle va pas fonctionner sur une appli que je vais dupliquer. Parce que les credentials ne sont pas les mêmes, l'appel à partir des nœuds vont pas pointer vers la bonne appli. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me bloque beaucoup. Et pour continuer dans les automatisations, c'est effectivement de pouvoir avoir des nœuds sur n8n, parce que moi, j'utilise essentiellement n8n. Donc c'est vrai que après, j'imagine que si je pouvais avoir la description d'un Swagger, je pourrais faire des requêtes HTTP à la limite avec un nœud HTTP dans N8N, mais je ne sais pas si c'est possible d'avoir ce type de documentation pour pouvoir pointer directement avec un nœud HTTP, par exemple. Ça Ouais, serait pas Euh, mal. après, ce qu'on peut prévoir, c'est que on peut prévoir un périmètre raisonnable pour l'automatisation qu'on pourrait sortir plus tôt. Parce que moi, assez régulièrement, quand on parle d'automatisation, c'est souvent aller chercher des données dans une table, envoyer des emails et éventuellement mettre à jour des données. Donc, si on était capable de déterminer un sous-ensemble fonctionnel, comment allez-vous utiliser les automatisations? On pourrait sortir les automatisations plus tôt avec un sous-ensemble et les compléter à fur et à mesure dans l'année. Ouais, je dirais que c'est vrai que la priorité, c'est sans doute le CRUD, tout ce qui est CRUD et tout ce qui est boucle aussi. Tout ce qui est, j'ai pas compris le premier sujet. Nicolas. Dès qu'on veut faire un CRUD, quoi, tout ce qui est CRUD ou tout ce qui est boucle, en fait. Qu'est-ce que tu appelles un CRUD? Bah, toutes les opérations de create, read, update, delete. Ouais. C'est toutes ces opérations-là. Ouais. Okay. Et une autre chose aussi, c'est vrai que je rebondis sur l'histoire des icônes tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est hyper pénible d'aller trouver les bons icônes. Je crois que c'est Guillaume qui disait ça tout à l'heure, parce que le module de recherche, en fait, c'est vrai qu'il renvoie jamais rien. Ce qui pourrait être sympa, c'est que quand on est sur une appli, on est à le faire qu'une fois, et à partir du moment où on sélectionne un icône, qu'on le déclare comme étant favori dans l'appli. Et ce qui fait qu'après, ils viennent se positionner toujours au-dessus de la liste des icônes. Et parce qu'en fait, dans une appli, on va souvent utiliser une dizaine d'icônes, pas plus. Et donc, si c'est en favori, au moins, on les met direct, on va les chercher tout de suite, quoi. Ça pourrait être assez sympa d'avoir ça sur les icônes. Et puis, il y a un autre truc qui me bloque pas mal, c'est dès que je dois faire des listes, en fait. Alors, il y a en fait, à chaque fois qu'il y a une liste sur une ligne, souvent, ce que je cherche à faire, c'est plusieurs actions possibles.
Souvent, c'est d'aller voir le détail de l'enregistrement, ou des fois, c'est de pouvoir pointer via une relation de table sur autre chose, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on n'a qu'une action possible quand on sélectionne une ligne. Alors, on s'en sort toujours en mettant des boutons différents sur la page détail pour faire tout un tas de choses. Mais c'est vrai qu'en termes d'UX, c'est pas super fluide du coup. Donc, c'est vrai que ce qui serait bien voilà, c'est de pouvoir positionner plusieurs actions sur une même ligne, en fait, dans une Ouais, table. plusieurs boutons, ouais. C'est ce qu'on avait exploré la dernière fois avec les composants imbriqués, où on pouvait drag-dropper des boutons dans les lignes. Ouais. Si tu l'avais vu, ça, Nicolas. Euh, non, ça me parle pas, mais parce que j'ai pas participé aux derniers ateliers, donc effectivement, faudra que je regarde alors à ce moment-là. Ouais. C'est pas mal, en fait, tu te crées un élément modèle où tu as une photo et 3 boutons, et c'est dupliqué en mosaïque. D'accord, ok. Ok. Il faudra que j'essaye ça. Alors. Bah, il existe Et encore. puis, C'est ce qu'on demande. ouais. Mais voilà, tu Ok. pourras aller voir l'atelier. Ok. Bon, bah, c'est parfait ça. Bonne idée pour les favoris d'icônes. Et déjà, pour les icônes, on les a traduites. On les a traduites, elles étaient en anglais, donc déjà, là, c'est en français, donc ça nous laissait une chance de les trouver. Mais même moi, hein, j'ai du mal, il y en a tellement. Donc, on va regarder ça. Et déjà, définir des catégories, je pense, les catégoriser, parce que c'est vrai qu'il y en a 1700 là, à plat. Et je pense que les catégoriser, déjà, ça ferait pas de mal. Peut-être rajouter d'autres infos, peut-être utiliser ChatGPT pour nous donner des tags sur les icônes, pour les retrouver. Moi aussi, hein, je galère. Hein. J'ai du mal. Ça fait beaucoup d'un coup et Ouais. trouver une en particulier. C'est pour ça que pouvoir les mettre en favori par application, ça, au moins on le fait Ouais. une fois, quoi. Puis, Bonne idée. Ok, c'est noté. J'ai déjà. Allez, on a Julien, Merlin et Jérôme. Je pense qu'on peut continuer encore une petite dizaine de minutes. Oui, alors, il faut qu'on enchaîne. ouais, ce sera rapide pour moi. Moi, c'était, en fait, j'ai toujours travaillé sur des prototypes d'applications avec des écrans en format mobile. Et la dernière fois, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que ça donnerait sur un format tablette ou un format desktop? Et en fait, je me suis fait surprendre parce que la façon dont j'avais agencé mes écrans ne m'ont pas permis de les étirer, etc. Et j'ai dû refaire mon agencement. Enfin, c'était pas pratique de refaire l'agencement. Donc, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc, voilà, essayer peut-être d'avoir dans le studio une vue mobile, une vue tablette et une vue desktop qui permettrait d'agrandir tous les écrans sans qu'ils se chevauchent pour pouvoir, ne pas avoir à les remanier à chaque fois si on switch de l'une à l'autre. Ouais. Ça, on en a discuté de ça, écran qui se chevauche. Je pense qu'on va le faire. Hein. C'est important que dans le studio, si vous basculez l'écran en mode tablette ou desktop, l'idée c'est que les autres s'écartent et laissent la place justement à cet écran qui prend Ouais, un c'est peu plus ça. de. C'est ça, ouais. On a pensé aussi à mettre un système de grille, c'est-à-dire qu'au lieu de positionner vos écrans pixels près, les écrans seraient positionnés sur une grille. Ce serait beaucoup plus directeur et ça faciliterait justement la gestion des chevauchements d'écran. Ouais. 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 Qui se chevauchent. Ok. Très bien. Jérôme. Merci Julien. Alors moi, on a pas mal qui ont déjà été dit, donc je vais pas les dire, c'est bien. Alors j'avais deux choses, c'était juste comme ça a déjà été dit même qu'avec les NUITEN, les HTTP, enfin les requêtes HTTP, c'est d'avoir à dispo une API pour mettre à disposition. Moi j'ai des clients qui ont d'autres intégrations, etc. Et donc s'il y aurait une API, à des moments, ils voudraient faire par exemple du Power BI pour faire de la BI derrière, d'avoir une API à consommer pour qu'ils puissent faire leur synchro, etc. Ce serait top. Et l'autre chose que mes clients me réclament,
c'est tout ce qui est dans les badges colorés. Parce qu'en fait, on ne choisit pas la couleur et ça, c'est vraiment perturbant pour beaucoup de mes clients parce que des fois, je tombe sur un truc validé qui est de couleur un peu, tu vois, une couleur rouge, tu vois. On peut avoir des discordances entre le message qu'on veut faire apparaître avec la couleur et comment est-ce qu'on voilà, ce qu'on veut remettre en évidence. Donc ça, c'est vraiment très pénalisant parce que les clients, ils bloquent beaucoup dessus, moi. Donc ça Ok. serait bien, même peut-être dans la base de données qu'on puisse choisir quand c'est un champ sélection, au moins choisir les couleurs à cet endroit-là et que ce soit tout le temps ceux-là qui soient appliqués. Déjà au moins ça aiderait pas mal. Très bien. Merci, Ok. Jérôme. Merci, Jérôme, c'est noté. On a Thierry, qu'on n'avait pas entendu encore. C'est Merlin, pardon. J'ai ouvert le micro. Bonsoir. J'étais absent. Je pense pas que les sujets que je vais évoquer ont été dits, mais sinon vous me le dites, puis j'écouterai le replay. C'était deux choses, deux petites mises au point pour Didier. Il y a quelque temps, on a parlé dans le Slack, on a parlé de Kanban, de tableau Kanban. Et puis, Ouais. je lui ai fait une proposition aussi de liste fiche détail. Et en fait, je voulais apporter, parce que c'est toujours plus facile de parler que de dessiner, apporter un petit détail. En fait, je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir en fait des fiches dépliantes. Par exemple, le Kanban, vous auriez plusieurs colonnes et vous auriez que les titres qui seraient dans chaque liste. Et naturellement, dans un Kanban, on fait des groupements et on choisit le titre. Hein, donc voilà, ça peut être le nom d'une personne, une activité. Et en fait, en cliquant sur le titre, ça déplierait le contenu de la fiche avec les champs, les 5 champs qu'on a choisis, quoi. Parce que afficher dans un Kanban sur un téléphone 10 fiches à faire, à détailler, c'est un peu compliqué, je pense. Par contre, le fait d'avoir que le titre et de cliquer et que ça se déplie, ça pourrait être intéressant. Et j'avais aussi proposé à Didier, en fait, alors vous le retrouverez dans le Slack, le fait d'avoir une liste, mais avec ce que j'ai appelé une fiche détail, hein, ou une fiche une carte liste. Parce que, en fait, actuellement, dans la liste, on ne peut pas choisir les champs. En fait, on a droit à 2 champs plus une image. Et si par exemple on veut que les détails administratifs d'une personne ou d'un projet ou d'un client enfin, voilà, ou d'un légume ou d'un fruit, que le fournisseur ou que le pays, bon. En fait, c'est pas possible dans une liste de fiches. Donc j'ai proposé qu'on puisse avoir un composant qui s'appellerait ou un écran qui s'appellerait liste fiche détail où on peut vraiment choisir les champs. Et j'avais même proposé qu'on puisse faire l'export, parce que Jérôme avait demandé qu'on puisse choisir les champs pour un export, et ça pourrait être le même projet, avec des petits œils, hein, ouverts ou fermés, qui dit on montre le champ ou pas, et on exporte le champ ou pas. Et en fait, je me disais que ça pourrait être aussi intéressant dans ce système de liste avec plein de fiches, d'avoir aussi l'option alors ça peut être bien de pouvoir défiler les fiches ouvertes, mais d'avoir aussi l'option de faire défiler les fiches fermées avec juste le titre et en cliquant d'ouvrir le détail de la fiche. Ouais, on avait parlé. Voilà. Et puis le deuxième sujet, c'est une question. Voilà, donc j'ai commencé à avancer, mais j'avance pas vite. L'idée, c'était voilà, j'ai côté paternel, il y a une grande famille avec beaucoup de cousins, de petits cousins, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un annuaire. Donc, j'envoie un lien, la famille remplit, et puis ils mettent l'adresse. Et ce qui serait intéressant, comme il y en a dans toute la France, c'est d'afficher la carte par branche de famille. Parce que j'ai 10 oncles et tantes, donc après, ça fait beaucoup de monde dans l'arbre généalogique. Alors, je voulais savoir si on pouvait afficher par groupe de couleurs de punaises, par exemple, tout un groupe. En fait, je définis un champ qui s'appelle groupe, et dans ce groupe, il y a des branches familiales. Et est-ce que je peux afficher les punaises d'une certaine couleur
toutes les punaises. Un filtre pour la carte. Bah, voilà, déjà, je ne sais pas si sur une carte, on peut afficher plusieurs punaises parce que je n'ai pas essayé. Parce qu'en fait, dans le formulaire, on rentre l'adresse et après, je montre la carte. Donc, sur la carte, bah, on ne voit que la punaise de l'adresse. Donc, bon, en gros, voilà. Et je voulais savoir jusqu'à combien de punaises on pouvait afficher sur la carte. Est-ce qu'il y avait une limite ou pas? Est-ce qu'on peut afficher toutes les punaises avec des couleurs par groupe? Voilà, comme ça, on a les Durand d'une couleur, la branche Durand, la branche Leblanc d'une autre couleur, etc. Merci Thierry. Didier, tu peux répondre? Il n'y a pas de limite sur le nombre de marqueurs sur la carte. Je crois qu'il y a l'utilisateur, Eric, là, qui a créé, il a créé tout un chemin qui se fait à pied, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, il a marqué toutes les villes depuis l'ouest de la France jusqu'en Italie. Je ne sais plus si c'est le nom d'une marche, mais en fait, je ne sais pas combien de dizaines de marqueurs qui sont utilisés. Et il n'y a qu'une seule couleur. On ne peut pas changer la couleur. C'est un peu comme la liste dont on parlait tout à l'heure. Avec Nicolas et Jérôme, on ne peut pas changer les couleurs. Mais je note le besoin. Ouais, je pense les couleurs. Alors après, je ne sais pas si tu as plusieurs icônes aussi, parce que dans une application pro, on peut avoir besoin d'une punaise avec une icône shopping et puis peut-être une autre icône locker, par exemple, parce qu'aujourd'hui, j'ai déposé un colis Mondial Relais et ils ont deux sortes de punaises, toi. Le magasin, le locker. Bon, après, ça peut être dans toute ta liste d'icônes de pouvoir choisir son icône en fonction de l'activité, de ce qu'on veut montrer. Ok. Merci. Pour ça m'inquiétait, parce que Guillaume m'a dit qu'il partirait à 22h. Donc, ce serait pas mal qu'on passe à son témoignage. On en est toujours. Il reste deux personnes, peut-être si c'est rapide. Peut-être après, ou je ne sais pas si c'est rapide. Merlin, si c'est 22h05, c'est pas grave. Hein. Je ferai mes remarques directement à l'écrit à Didier, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Merci. Denis, ça te va aussi? J'en ai pour 15 secondes. On avait déjà parlé, c'était lorsqu'on a une photo, un truc comme ça, qu'on puisse éditer dessus, faire un graphique sur la photo pour sélectionner une zone, un rond, un truc et qu'on puisse après éditer ça. On en avait déjà parlé, il y a plusieurs ateliers, mais ça n'a pas été fait encore. Voilà. Ok. Je note, Merlin valide aussi. Oui, je pense qu'il y en a plusieurs qui valident. Ok. Très bien, on va passer au point 3 alors. Au moins que tu aies des choses à dire sur les nouvelles icônes, Didier? Non, merci pour vos retours. Je pense que ça a carrément un sens, pouvoir retrouver les icônes beaucoup plus facilement et mettre en place des favoris, j'ai noté. C'est à ça que servent les ateliers, c'est de récupérer les retours et puis les idées au passage. Alors, tu as le point 2, c'est retour sur les nouvelles icônes. Est-ce que tu as des choses encore à détailler sur ce point-là? Ou tout a été dit? Non, j'étais surtout à l'écoute de vos retours sur les icônes et ça a été fait. Très bien. Guillaume, alors. Oui, je suis là. Alors, retour d'expérience sur une app grand public créée et lancée en 1 semaine pour un besoin urgent. Dis-nous en plus. Alors, oui, ça a été un petit challenge, même un gros challenge. Pour remettre un peu dans le contexte, je travaille dans une institut qui forme au métier du social et du médico-social. Donc, on a comme activité de former des jeunes et des moins jeunes à différents métiers. Et j'ai reçu, on va dire, ça remonte à fin février, mais j'ai reçu un coup de téléphone de la com qui me dit bah écoute Guillaume, je t'appelle parce que la direction avec le service d'orientation nous demande de faire quelque chose, on ne sait pas trop encore quoi, mais l'idée ce serait de pouvoir récupérer avant
la fin des vœux Parcoursup, parce que vous savez que les jeunes, ils doivent faire des vœux sur Parcoursup, sur la plateforme gouvernementale, donc qui est normalement le 13 mars. On aimerait pouvoir avoir certains stats, avoir des retours, etc. Mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et j'ai dit, bon, d'accord. Et donc, vous avez des idées, quelque chose. Et là, ils commencent un petit peu à me parler des idées qu'ils ont. Et très clairement, ça ressemblait à une application mobile. Du moins, d'un point de vue conceptualisation, ça faisait penser à une application mobile. Seulement, sur le moment, pour être très franc avec vous, je n'ai pas du tout pensé à Zilio. Pour simple et bonne raison, c'est que à ITSRA, donc c'est là où je travaille, jusqu'à récemment, on n'est pas trop dans les outils faits maison. Voilà, c'est pas trop la maison. C'est pas trop comme ça à la maison, on va dire. Et pour le coup, je lui dis, mais en gros, ce que tu me demandes de faire, c'est une appli mobile, quoi. Elle me dit, ah oui, je vois bien un truc comme ça. Et la première réaction, c'est de me mettre un peu en colère, d'ailleurs, en disant, bien sûr, je vais te faire une appli mobile en 24 heures, parce que c'était à faire pour la veille. Elle me dit ça le jeudi, il fallait que ce soit prêt pour le lundi. Donc, je me retrouve avec cette idée-là, sachant que je ne savais pas du tout encore de quoi il allait retourner. Et dans mon subconscient, le soir en rentrant, j'avais Didier qui me faisait comme ça. Mais moi, je voyais rien. Et je me disais, comment je vais faire? On me demande de faire une appli mobile en l'espace de 3 jours. J'ai dit comme ça va pas être possible. Et c'est là, j'ai dit, mais en fait, t'es complètement bête. T'as Zio peut-être la solution. Donc, j'ai demandé au service de com de faire une réunion en urgence avec les services d'orientation pour qu'on détermine un cahier des charges et qu'on voit ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que le projet a démarré. L'idée, donc, c'était de pouvoir de pouvoir avoir accès aux lycéens, c'était un peu ça l'idée, avant qu'ils fassent leurs vœux de Parcoursup, d'une certaine manière, de manière à ce qu'on puisse récupérer leurs vœux, savoir s'ils veulent faire de la formation initiale, du contrat d'apprentissage, ce genre de choses, mais un peu avant tout le monde. Et comment on pourrait atteindre cet objectif, sachant que ces lycéens-là, nous, on ne les voit pas, on les a que via Parcoursup, et le seul moyen de les atteindre, c'est soit de passer par les lycées, etc. Et donc, on a réfléchi à ça très, très rapidement, je dois vous avouer, et j'ai réussi à négocier une semaine quand même pour pouvoir établir le projet que j'ai fait avec Zilio. Si vous voulez, je peux vous le montrer en vous partageant mon écran. Alors, je vous ai mis un peu dans le contexte pour que vous voyez, vous sachiez un peu de quoi il retourne. Donc, en fait, voilà, elle ressemble à ça. Je vais zoomer un chouïa. Je vais vous la montrer très clairement comment elle fonctionne. En fait, l'idée, c'était de présenter, là pour l'instant, on a fait ça sur 3 formations et l'idée maintenant, notre but, ça va être de faire en sorte de pouvoir couvrir toutes nos formations avec une appli comme ça. L'idée, c'était de présenter donc aux lycéens 3 profils de métier, sachant qu'ils ne savent pas vraiment vers quelle formation ça va les amener. Et en fonction, ils choisissent un profil qui les correspond. Et en fonction de ce profil, on va leur dire, tiens, pour toi, c'est peut-être tel métier qu'il te faudrait. Et on te propose d'en savoir un peu plus sur la formation qui va avec. Et l'idée, c'est qu'ils puissent rentrer un certain nombre d'informations que nous, on récupère, un petit peu comme des prospects, on va dire. Et ensuite, nous, ça nous permet déjà de déterminer, de cartographier, de savoir si les gens veulent faire un contrat d'apprentissage plutôt dans le département du Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal, etc. Ça nous permet d'avoir un certain nombre déjà de retours sur telle et telle formation, etc. Donc, l'application a été faite comme ça. Donc, il y a pas mal d'écrans, en fait. Et on s'est retrouvé avec une petite difficulté au niveau du temps. C'est que pour pouvoir distribuer cette application, et il fallait passer par toute l'échelle, donc le conseil départemental, puis après le conseil régional, et enfin le rectorat. Et malheureusement, il s'est avéré qu'on s'y est pris un petit peu tard. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que pour tester l'application, on l'a mis en vraiment test réel lors de nos journées portes ouvertes. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est l'application format journée portes ouvertes. Et lorsqu'on a fait notre journée portes ouvertes, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on a eu environ 500 personnes. On les redirigeait vers notre stand à nous, sur lequel on leur faisait tester l'application. Et en l'espace de, on va dire,
24-48 heures, j'avais rajouté tout un questionnaire de satisfaction qu'on voit là à la fin, qui permettait d'avoir des retours des apprenants qui venaient justement des lycéens, etc., qui venaient aux journées portes ouvertes, et ça nous a permis de faire un recueil de pas mal de données. Donc, je vais vous faire une petite démo de à quoi ça ressemble. Donc, en fait, pour les JPO, on avait mis un truc, il fallait leur donner aussi envie de tester l'application. En échange de leur petit test de l'application, on leur donnait un petit tote bag aux couleurs d'ITSRA. Donc, on arrivait sur cette page. Avant de valider tes vœux Parcoursup, prendre 2 minutes pour découvrir le métier qui pourrait te correspondre. Donc, on arrive ici, et en fait, on a 3 profils, qui sont 3 profils de métier. Donc là, on a comprendre, analyser, accompagner, par exemple, avec une petite description, communiquer, accompagner, soutenir, accompagner, éduquer, prévenir. Alors évidemment, ça fait référence à des métiers du social et du médico-social. Donc la personne va se dire, par exemple, bah, tiens, moi, je veux plutôt communiquer, accompagner, soutenir, j'ai une petite description, ça a l'air de me correspondre, je vais cliquer dessus. Et là, on lui dit, ben, peut-être que toi, tu pourrais être assistant social, assistant de service social. Donc, on explique un petit peu ce que c'est et on lui propose de découvrir la formation. Et là, bah, évidemment, il faut rentrer quelques petites informations. Donc, comment intégrer, si on veut savoir comment intégrer la prochaine rentrée, etc. Donc, je vais le faire devant vous pour que vous voyez à quoi ça ressemble jusqu'au bout. Hop, on met le code postal avec la commune. Et là, en fait, on va choisir comment j'envisage en fait mon parcours, le parcours que je veux faire. Donc, soit je le veux en formation initiale, donc en tant qu'étudiant, soit je le veux en contrat d'apprentissage. Dans notre exemple, on va dire que c'est un contrat d'apprentissage. Et ici, on va lui demander dans quel secteur, alors évidemment, nous, c'est l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal qu'on dessert, dans quel secteur il voit son contrat d'apprentissage, jusqu'où il peut se déplacer en quelque sorte. Donc ici, dans notre exemple, on va prendre le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, on peut en choisir 2, et on valide. On fait le petit check pour dire qu'on est OK, parce qu'on est quand même, on leur dit quand même qu'on prend leurs infos. Et puis, on valide et on accède aux infos. Et là, on leur donne tout le programme de formation avec la durée, les informations, comment s'inscrire, la date de limite de vœux, quand est-ce qu'on a les résultats, etc. Le lieu, évidemment, avec la petite icône qui permet d'avoir les réseaux sociaux et puis où on se situe. Et puis, en dessous, alors là, vous ne l'avez pas, mais vous le verrez juste après. Normalement, dans l'application de base, là, c'est la version JPO, on a 2 boutons. Un bouton qui amène sur Parcoursup pour faire l'inscription et un bouton qui va sur notre site. Là, on arrive directement sur le petit questionnaire de satisfaction qui prend 1 minute à compléter. Donc, en fait, on a fait un petit questionnaire. Qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce que les personnes pensent de l'application? En gros, c'est ça. Donc, ils pouvaient cocher vraiment ce qu'ils voulaient. On est sur une échelle classique de très insatisfait à très satisfait. Donc, on leur pose différentes questions. Et je vais vous le montrer juste après comment ça ressort. Et ils avaient également 2 questions ouvertes sur lesquelles donc, ils pouvaient répondre directement sur mobile. Et une fois qu'ils avaient terminé, eh ben, on leur mettait voilà, cette petite chose-là où ils venaient chercher leur tote bag. Et ils pouvaient également voir recommencer le process et voir d'autres formations. Nous, à côté de ça, on a en fait un petit bac derrière, qui est juste en dessous, vous ne voyez pas là tout de suite, mais qui nous permet d'avoir justement le retour d'expérience, on va dire. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente très rapidement. Je vais d'ailleurs faire juste un petit aparté sur la base de données. On utilise dans cette application une des fonctionnalités qui est quand même assez récente de Zilio, c'est le fait de pouvoir donner en fait les niveaux d'accès d'une table. Donc, en fait, on a des tables qui sont totalement publiques ici. Par contre, on n'autorise que la création de lignes. C'est ce qui nous permet en fait de protéger l'information vis-à-vis des dashboards qu'on va avoir juste après. Donc, c'est-à-dire que notre appli est public. Tout ça, c'est public. Seulement, l'accès de base, c'est juste la création de lignes. Et on a ici une petite table utilisateur qui, elle, par contre, est évidemment un niveau d'accès protégé et qui permet d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités des tables. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a coché que création de lignes. Donc, si je prends l'exemple ici sur PC, donc là, j'arrive sur le dashboard, on me demande de m'identifier. Et ici, on a fait un petit dashboard qui permet d'avoir la totalité. Ah, on ne voit pas l'écran là? C'est bizarre ça. Pourtant, je suis sur le même. Ah oui, mais c'est qu'il partage... Ouais, juste l'écran peut-être. Ouais, attendez, bougez pas, je vais arranger ça tout de suite. Hop, excusez-moi, j'avais pas vu ça, excusez-moi.
Excusez-moi pour la petite erreur. Je vais juste Un faire un écran complet. Demander l'autorisation de monter l'application. Alors, vous l'avez vu Oui. Vous voyez mon écran ou pas là? C'est bon? On voit Zilio. Ouais, c'est bon. Donc là, maintenant, vous voyez l'application. Oui. Ouais. Donc, vous avez vu, je vous ai montré les niveaux d'accès, ça, vous l'avez vu. Oui. Bon. Ouais. Donc là, j'ai simplement lancé mon application et je suis en fait sur la partie admin de l'application dans laquelle je vais me connecter et qui permet d'avoir un dashboard de tout ce qui a été rentré. Donc, on a une première partie qui nous donne en fait le nombre de contrats d'apprentissage qu'on a, le nombre en formation initiale, ce qui nous donne un total de 134 ici. Et on a en fait ici nos résultats non triés dans un premier temps. Mais on peut ici, grâce à des filtres, par exemple, si je veux voir tout ce qui est dans le Puy-de-Dôme, en partie, parce qu'on peut cocher, je vous le rappelle, différents secteurs, je peux faire des filtres ici. J'ai des filtres aussi par formation. J'ai des filtres par type de parcours, donc contrat d'apprentissage ou formation initiale. Et l'idée de ça, c'est qu'après, derrière, on peut en fait faire un export en CSV et retravailler, par exemple, la donnée, soit sur un Power BI ou autrement, en l'important dans un autre outil, ou directement dans un autre outil qu'on a qui n'a rien à voir avec Zio, qui nous permet de faire une cartographie, on va dire, de ces résultats. Et on a ici à gauche la satisfaction, donc l'enquête de satisfaction, en nous donnant le nombre de résultats très insatisfaits jusqu'au très satisfaits, et puis le pourcentage de satisfaction et d'insatisfaction globale. Donc ça nous permet d'avoir une visu directe de ce que ça a donné, avec ici des avis aléatoires qui sont choisis aléatoirement dans la table, dans la base. Et ici, je peux avoir soit la satisfaction en détail, donc c'est-à-dire que je vois avec l'email les questions qui ont été posées et le smiley à côté qui me permet de voir tout de suite la tendance. Et j'ai de l'autre côté ici les avis en détail qui me permet d'avoir justement les réponses qu'on a vues aux questions ouvertes, les différentes réponses. Donc j'utilise une table avec donc différentes pages. Pour la mise en page, c'est plus simple. Donc ici, on a les réponses pour cette question-ci. Et ici, on a la réponse pour cette question-là. Et encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir ensuite faire un export CSV. On a ici la possibilité de faire un export CSV. Chose que je ne vous ai pas montré sur le dashboard ici, c'est que l'export CSV est fait un peu différemment. J'utilise une petite pop-up qui permet en fait de trier tout simplement les données que je veux exporter en CSV. Donc, pour imaginer que je veux exporter uniquement ce qui concerne les formations ASS. Et comme ça, avec ces filtres-là, ça me permet d'exporter uniquement ces résultats. Donc, voilà un petit peu l'ensemble de l'application. L'idée aujourd'hui, ça va être de déployer ça sur l'ensemble de nos formations. J'ai fait déjà une présentation à la DG départementale qui a plutôt apprécié l'idée de cette appli-là. Donc, la direction générale départementale. J'ai déjà fait une démo. Alors, celle-ci, je l'ai faite à distance parce que j'ai tourné une vidéo dans notre studio à ITSRA qui a été ensuite distribuée à la région. Donc, tout ce qui est conseil régional, etc. J'ai fait la démo à tous nos copiles, à nos administrateurs. Donc, ils ont vraiment très apprécié l'idée. Et maintenant, l'étape suivante, ça va être d'intégrer l'ensemble de nos formations et ça va être de distribuer ça en partenariat les rectorats, c'est-à-dire qu'on va donner un QR code, donc le QR code qu'on a lorsqu'on partage l'application, soit par mail, soit sur des affiches. On va utiliser différents moyens. On a aussi utilisé Instagram, mais c'est un peu plus délicat sur Instagram, pour pouvoir toucher les étudiants et qu'ils puissent comme ça répondre sur l'application en distanciel. Et qu'on puisse avoir un retour avant même qu'ils aient fait leur choix Parcoursup. Ça va être un petit peu l'idée. Et suite à cette démo, donc ITSRA est devenu client de Zilio. J'en suis d'ailleurs très content. Je remercie d'ailleurs Didier aussi de m'avoir accompagné, parce que je vous avoue, j'ai fait ça. On m'a donc donné le projet le jeudi, la réunion a eu lieu le vendredi, et j'ai fait la livraison entre le mercredi et le jeudi de la semaine d'après. Donc c'était vraiment très très rapide. Et a priori, je vous le dis et c'est vrai, ils n'attendaient pas, en tout cas à ITSRA, ils ne s'attendaient pas du tout à quelque chose d'aussi peaufiné. Ils s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus brouillon. Avec le temps qui était imparti, et toujours est-il que avec Zilio, force est de constater qu'on arrive quand même à faire des choses super rapidement et qui ont
on va dire quand même, permettez-moi l'expression, de la gueule. C'est vraiment, c'est propre. Alors après, c'est vrai que Didier m'a un peu aidé sur les couleurs, mais c'est super propre. Et puis, ça a été quand même fait rapidement. Et j'ai une deuxième demande de ITSRA. Là, ça va être carrément de pouvoir gérer, pourquoi pas, des documents via une application mobile pour nos administrateurs, c'est-à-dire entre la direction et les administrateurs, donc la gouvernance, de pouvoir faire du partage de documents avec des petits commentaires. Donc là, je suis sur ce projet-là. Donc, pour vous dire que comme quoi les choses arrivent à changer, puisque, comme je vous l'ai dit au départ, ITSRA n'est pas du tout parti sur des outils maison. Et la raison est la suivante, je vais vous la dire, hein, il n'y a pas de secret, c'est qu'à une époque, c'était en 2014, 2015, il y a un ancien du service qui a fait une application en Java. Et c'est super chouette. Le seul truc, c'est que quand il est parti, il nous a pas donné les sources. Donc, on s'est retrouvé avec une application où même moi, je pouvais même pas mettre le nez dedans. Moi qui fais un peu de code, le Java, ça m'aurait pas fait peur, mais il fallait encore-il avoir les sources. Donc, pas de commentaires, pas de sources, pas de doc. Et on s'est retrouvé avec une application sur les bras à ne pas pouvoir la faire évoluer et l'utiliser. Donc, du coup, ça a un petit peu fermé ITSRA sur ces sujets-là. Et avec Zilio, notamment, on est reparti un peu dans cette mouvance où on se dit, des fois, on a besoin d'applications vraiment personnalisées. On a besoin de faire des choses qui sortent un peu du commun, qu'on ne voit pas, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, dans notre métier de niche, en tout cas, personne ne le fait, ça. Donc, d'ailleurs, j'ai dû demander, je vous avoue que j'ai dû demander l'autorisation pour vous en parler ce soir, parce que j'étais un peu sur NDA, de une façon de parler, et ITSRA m'a autorisé à vous montrer l'application. Et du coup, voilà, donc une belle appli qui est en prod. Et vous voyez, en l'espace d'une journée, on a recueilli 130 réponses. Donc sur 500 personnes qui sont venues, sachant qu'on a d'autres formations, c'est quand même un très très bon score. Et on a un score de satisfaction de l'application quand même de 97%, ce qui est excellent. Donc c'est vraiment, vous l'avez vu, d'ailleurs les chiffres que je vous ai montés sont les vrais. C'est quand même 97% de gens qui ont été satisfaits, qui ont trouvé l'application innovante, qui ont trouvé ça sympa. Alors, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, donc qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de support. Et du coup, c'est pour nous, ça va être une belle avancée. Donc, j'espère que ça va être aussi une belle aventure Zilio. Et voilà, donc c'est vraiment une appli ça a déclenché vraiment quelque chose au niveau d'ITSRA dans la numérisation, j'ai envie de dire, certains supports ou du recueil d'informations. C'est vrai qu'on était très ancré papier, etc. Là, au moins, on essaie de moderniser les choses et c'est plutôt super chouette. Et un truc qui a beaucoup plu, c'est la tarification. Ça, c'est imparable. On est une association loi 1901, donc ça, bon, je ne veux pas faire de dessin, mais grosso modo, nous, quand on fait de gros investissements, on est obligé de passer par de la subvention, ce qui n'est pas évident. Et pour le coup, chaque outil, qu'il soit informatique ou autre, a un coût et a vraiment une grosse répercussion sur notre financement. Donc du coup, le fait que lorsque j'ai présenté l'appli et que j'ai dit, on m'a dit, d'accord, elle est super ton appli, comment ça a été fait, etc. Donc j'ai parlé Zilio et quand j'ai dit le prix, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils s'attendaient encore à avoir des trucs, des prix de fou. Et en fait, non. Et ils étaient plutôt satisfaits. Quand je dis ils, je parle de la direction de la gouvernance, etc. Ils étaient plutôt satisfaits du truc. Donc, j'ai pas eu de mal, entre guillemets, à vendre le produit. Avec le truc que j'ai montré, ils avaient été tout de suite conquis. Ils ont dit, mais pour ce tarif-là, pouvoir faire ça, c'est juste excellent. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, je suis moi-même content parce que quelque part, c'est aussi une petite fierté d'avoir pu faire cette application pour ITSRA. Et puis, ça a permis de faire connaître Zilio aussi d'une certaine manière au niveau un peu plus régional. Voilà. Bravo. Excellent. Bravo, très bien. Bravo, Guillaume. Belle histoire. Ouais, c'est vraiment chouette. J'avais une question. Tu parles du tarif, mais en fait, tu ne le donnes pas. Et on paye. Du coup, avoir le tarif, puis expliquer un peu comment la tarification a fonctionné pour cette appli. Alors, bon, après, il faut savoir que nous, on ne fait pas vraiment de business en tant que tel. Du moins, pas directement avec Zilio. On ne fait pas de la vente. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné avec le tarif? C'est tout simplement qu'aujourd'hui,
peu importe la solution SaaS que vous prenez, ça coûte vite très cher. On utilise par exemple des solutions SaaS qui n'ont rien à voir avec Zio, mais pour vous donner des exemples comme Studea, pour ceux qui sont dans la formation et qui connaissent peut-être un petit peu, c'est qui sont des grosses plateformes qui permettent de mettre des apprenants, enfin des tuteurs, faire des trios, des triparties entre tuteurs à ITSRA, tuteurs dans les entreprises, plus les apprenants. Et ce genre de SaaS, par contre, coûte très très cher à l'année. On a des ERP qui ont des coûts qui vont à des prix, c'est 30 000 € à l'année, enfin, c'est des coûts astronomiques. Et là, je leur dis, c'est simple, ça coûte 49 € par mois. On dit, pardon? Je dis, oui, c'est 49 € par mois et on fait autant d'apps qu'on veut. On est juste limité à 5000 lignes. Je dis, encore, faut les atteindre, les 5000 lignes. Et puis, on fait tout ce qu'on veut. J'ai le seul truc, il y a 2-3 options qu'on n'a pas. Mais je dis, ça, c'est quelque chose qu'on pourra prendre après si on a besoin. Et ils ont signé tout de suite. Ils ont dit, mais vu ce que ça nous apporte par rapport à le fait d'être présent, si vous préférez, en avance, auprès des apprenants, de pouvoir justement montrer ce qu'on est capable de faire, etc. Et le retour qu'on peut en avoir, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, nous, ça nous permet de cartographier, notamment, vous l'avez vu en secteur, les différents contrats d'apprentissage, etc. C'est énorme. Ça n'a, entre guillemets, pas de prix. En tout cas, dans notre domaine à nous, c'est une information qui est énorme. Et de pouvoir être en avance comme ça, il n'y a qu'avec une application, finalement mobile, qui est facilement déployable, qu'on peut facilement faire communiquer au rectorat, ce genre de choses, qui nous permet en fait d'avoir des retours quasiment instantanément. Donc forcément, ça a tout de suite, il n'y a pas eu de problème avec le tarif là-dessus, surtout quand on voit le coût des différentes solutions informatiques qu'on peut utiliser dans notre domaine de formation, que ce soit Studea, que ce soit des ERP qu'on utilise dans notre cœur de métier, qui coûtent extrêmement cher. Donc là, on est sur vraiment quelque chose qui est vraiment pas cher, quoi. Enfin, alors évidemment, est venu sur le sujet de est-ce que c'est par utilisateur? Là, j'ai encore dit non, c'est pas par utilisateur. Et là, ça a encore mieux marché. Parce que c'est vrai que quand on regarde d'autres solutions, c'est généralement autant par utilisateur. Là, on n'a pas ce problème-là non plus. Donc, c'est quand même quelque chose. Et la dernière chose qui a fait que ça a plu, et ça, c'est quelque chose qui est bien de le souligner, c'est que effectivement, Didier avait raison de me l'avoir soufflé, c'est que quand on est à un tarif et qu'on est client, on garde ce tarif-là. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très rare en fait de nos jours, notamment dans les SaaS. Quand vous avez des augmentations, vous les prenez dans la tronche, les augmentations. Et puis voilà, le fait d'avoir à partir du moment où vous êtes client, d'avoir un prix qui est le vôtre, d'une certaine manière, c'est quelque chose aussi qui est très important, notamment dans le milieu associatif. Donc voilà, on ne s'autofinance pas nous tout le temps. Si on pouvait s'autofinancer, ça serait chouette. Mais voilà, du coup, forcément, la plus-value est absolument énorme pour nous, en tout cas sur cette appli-là. J'espère qu'elle va perdurer. C'est vrai que, bon, après, je suis un petit peu dépendant de ce que veut la direction et la gouvernance, mais jusqu'à présent, c'est quelque chose qui a beaucoup plu et qui ne manque qu'à être amélioré. D'ailleurs, on a déjà trouvé des axes d'amélioration à faire sur l'application, que ce soit dans la gestion de la base de données, le retraitement des données, parce qu'on a déjà traité une partie des données et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques difficultés à droite à gauche. Donc voilà, on est déjà dans une optique d'amélioration du produit de manière à être encore plus fort au prochain coup et de pouvoir faire encore mieux. Excellent. Je crois que... Oui, j'avais une remarque. Moi, ça m'a fait penser à une émission de France Inter que j'avais entendue par rapport à tes 3 premières vignettes où souvent on dit aux élèves qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Et là, il partait d'un autre principe, c'est quel est ton verbe? Et plutôt que de choisir un métier, c'est de choisir un groupe de métiers. Donc, comme tu disais, c'est construire, éduquer, soigner, etc. Et tu avais tout un petit parcours comme ça pour essayer de trouver une branche de métier parce que quand on sort du lycée, même du collège, on ne va pas choisir un seul métier, on va choisir un ensemble de formations. Et je trouvais ce principe-là moins dur pour les enfants. Et moi, j'ai fait un questionnaire comme ça pour mes enfants. Et c'était assez rigolo à faire. Et je pourrais te le passer si tu veux. Et, ça permettait de créer tout un parcours, pour essayer de se connaître et après découvrir ce que tu peux faire, quoi.
Oui, tout à fait. Mais c'est un peu dans cette idée-là qu'on a fait des profils, en fait. On n'est pas parti sur des métiers directement ou sur des formations directement. On parle vraiment part sur des profils. Après, c'est pas évident à définir. Enfin, en tout cas, dans le social et médico-social, il y a des métiers qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont quand même différents. Par exemple, vous avez les éducateurs spécialisés, les ES, et vous avez les éducateurs jeunes enfants, EJE. C'est deux types d'éducateurs qui sont assez proches dans l'idée, mais qui n'ont pas la même approche sur le terrain. Donc après, il faut trouver les bons descriptifs. Mais c'était un peu cette idée-là, effectivement. C'était plutôt que de leur proposer un métier ou une formation, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire et en fonction de ça, de leur dire, bah, ce métier peut t'intéresser. Et on avait même pensé, dans une prochaine version, à faire carrément des capsules vidéo. C'est-à-dire, mais des petites, hein, pas des trucs trop longs, qui permettent de décrire un profil et pas un métier. On insiste. C'est pour ça que c'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, on décrit un profil. C'est pas la même chose qu'un métier. Et c'est beaucoup plus parlant pour les jeunes. C'est beaucoup plus parlant. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est voilà, est-ce que tu veux travailler avec des publics en difficulté? Est-ce que tu préfères comprendre la situation des personnes? C'est pas pareil que de dire bah tiens, est-ce que tu veux faire EduxP? Est-ce que tu veux faire assistant social, éducateur jeunes enfants, ou est-ce que tu veux être en AEG, c'est-à-dire la géronto? On est sur une approche qui est beaucoup plus humaine dans la description. Et ça change tout. Complètement. Voilà. En plus, c'est un peu dans le sujet, dans le social, donc du coup, ça va bien. Super. Bah, merci pour tout ça. Bah, merci de m'avoir écouté. En tout cas, merci à Zilio et merci aussi à Didier de m'avoir aidé, parce que j'avoue qu'il m'a beaucoup aidé hein, sur le projet. Je faisais pas le malin au début. Hein. Là, je suis content de vous présenter le truc et tout. Et quand le bébé m'est arrivé dans les bras, je me dis, purée, j'ai moins d'une semaine pour faire ça. Même si je connaissais un peu Zilio, etc., il y a quand même pas mal de choses où Didier m'a aidé. Et pour ça, je t'en remercierai jamais assez. Voilà. Bon, je t'en prie. Moi, j'étais confiant. Hein. C'était vraiment super d'expérience. Ah, oui. Le cahier, les idiots n'est pas assez cher. Pour les nouveaux utilisateurs. Ouais, alors, j'en profite pour dire quand même que je soutiens Zilio quasiment depuis le début, presque. Et du coup, ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai pas été très présent ces dernières années, mais ça, Didier le sait, parce que j'ai eu pas mal de soucis de mon côté. Mais je soutiens et j'ai même continué à soutenir, puisque récemment, je suis passé directement sur l'option entreprise. Voilà. Toujours dans l'idée de soutenir et puis de tester de nouvelles choses. Et j'aimerais bien qu'il se passe en version entreprise aussi, parce que j'ai des idées, mais pour ça, il me faut la version ZE. Alors du coup, j'utilise ma version perso pour tester des trucs. Et puis après, je le montre avec ma version perso à Xtra pour qu'ils prennent la version entreprise. Vous voyez, c'est pratique. Et bon, on en est là. Allez, et merci. Voilà. Pas de problème. On passe au dernier point, la petite surprise. Ok. En tout cas, vraiment, j'adore ton app. Elle est vraiment. Tu as dû passer du temps à peaufiner chacun des écrans. Ah oui. C'était très chouette. C'était vraiment sympa à faire. Vraiment. J'ai beaucoup aimé créer l'application. Et ça s'est vu à Xtra d'ailleurs. Il y a même eu une petite déception quand on m'a dit là, c'est bon, on touche plus. J'ai dit, c'est dommage que je m'amuse. C'est un petit peu la frustration parce qu'on veut toujours ajouter des choses. Mais c'est vraiment. Là, pour le coup, j'ai eu vraiment un vrai use case pro. Et ça m'a encore, du coup, plus rapproché de Zilio. Parce que jusqu'à présent, j'utilisais Zilio vraiment à des fins perso. Parce que j'ai aimé l'appli, parce que je le supportais. Là, j'ai vraiment dû le mettre dans un contexte pro et c'est pas la même chose. Pour le coup. Cas concret. C'est un cas très concret, ouais. Vraiment. Bah, merci pour ta confiance, en tout cas, parce que tu t'es engagé, hein, quelque part. Oui. Vraiment. C'est ça. C'est ce qui va passer. Ouais, ok. Je crois qu'on déborde. Alors, je vais essayer de faire vite. Je vais essayer de faire vite pour vous exposer un peu le concept que j'aimerais vous exposer ce soir. Donc, j'attends vos retours, vos commentaires par rapport à ça. Et ça rejoint ta remarque, Mohamed, en début de réunion, à propos de l'IA. Donc, vous savez tous, hein, l'IA, c'est présent partout. Ça fait même concurrence hein, au no-code. Hein, pour ceux qui sont plus techniques, certains vont faire du vibe coding, des choses comme ça, même si ça nécessite quand même des compétences techniques.
Donc là, ça concurrence aussi le no-code. Et il y a un autre sujet aussi, c'est que l'IA peut très bien compléter une solution no-code. Utiliser l'IA pour, comme Mohamed l'exprimait tout à l'heure, j'ai un besoin fonctionnel, je demande à l'IA de me créer une maquette d'une application. Ça m'évite de démarrer de zéro. Limite, l'IA me crée aussi des données de test, la structure des tables, les relations. Pourquoi pas? Et puis ça permet justement de ne pas commencer de zéro. Et puis par la suite, grâce au no-code, on continue à maîtriser nos écrans. Et comme Guillaume, on fait des écrans pixel perfect où tout est étudié précisément. Donc ça permet de respecter l'aspect sur mesure du besoin. Et donc l'IA est un bon complément au no-code et va permettre, je pense que ça permet deux choses. Ça permet de rendre plus productif. Donc, l'IA peut produire des écrans, l'IA peut produire des données, l'IA peut créer le modèle de données. Et grâce au no-code, vous avez toujours la main dessus, mais toujours modifier la proposition de l'IA. C'est l'avantage du no-code. Et l'autre aspect, c'est l'aspect extensibilité, c'est-à-dire étendre une plateforme no-code. Et donc, c'est ce sujet que je souhaitais aborder avec vous ce soir. C'est comment peut-on utiliser l'IA pour étendre la plateforme Zilio, pour créer des choses nouvelles dans Zilio. C'est-à-dire que même la plateforme ne propose pas. Donc, je vais étudier ce sujet. Donc, c'est assez intéressant. Il y a pas mal d'aspects positifs, parfois impressionnants, parfois décevants. Hein, l'IA n'est pas hyper prédictive. Hein, c'est pas si magique que ça. Donc, je vais vous exposer ça ce soir. Et pour l'introduire, parce qu'on va parler de composants, la création de composants à l'aide de l'IA au sein même de Zilio. Et en fait, depuis les débuts, Zilio, la plateforme Zilio ne hardcode pas les composants. C'est-à-dire que les composants font partie d'une librairie qui respecte un standard Zilio. On a un kit de développement depuis des années, qui a évolué, hein, qui continue à évoluer. Et en fait, les composants ne sont pas hardcodés. Le studio ne connaît aucun composant. Le studio découvre les composants lorsqu'il démarre, parce qu'on a une librairie de composants que le studio charge. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, on a un kit de développement qui est hyper robuste, parce que tous les composants, toutes les actions, toutes les formules s'appuient sur ce SDK, sur ce kit de développement. Et donc là, l'idée, c'était de dire, c'était d'apprendre l'IA à utiliser ce SDK pour créer des composants. Donc, on a un SDK très complet. Et donc, l'idée, c'est de créer des prompts. Donc, on a créé des prompts pour informer l'IA sur la création de composants. Alors, je partage mon écran. Voilà. Là, vous devrez voir Rubio. C'est bon. Ok. Donc, ça, c'est mon PC de dev, hein, en local. Vous allez voir, il y a des artefacts, parce que j'utilise Angular pour développer. Et là, on est en mode développement, donc il n'est pas hyper rapide, parce qu'en fait, il recompile tout à la volée. Mais c'est tout à fait normal. On va aller ici, dans la première app, qui nous permet de tester l'IA. Je supprime ça. Et on a créé un nouveau bouton ici, générer. Et donc, c'est un nouveau bouton qui va permettre de créer des composants. Hein, on parlait tout à l'heure de j'ai une liste, mais j'aimerais afficher aussi deux boutons. J'ai une liste, mais j'aimerais que le texte, ou la couleur du texte, ou le fond du texte diffère en fonction de la ligne, que ce soit dynamique, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ou d'autres besoins. Donc en fait, ici, donc ici, on a la possibilité de saisir son prompt. On peut préciser si c'est un écran, si on souhaite un écran, un composant. Alors aujourd'hui, on va parler uniquement de composants. Et puis tout à l'heure, j'ai un peu joué, je me suis créé des composants, je les supprimer. Et on voit, enfin un jeu de prompt là que j'ai expérimenté ces derniers jours. Donc on va demander, je vais demander une liste moderne, responsive, pour chaque item. À gauche, je veux une image, donc en utilisant la colonne image. À droite, en responsive, je veux un titre, un sous-titre. En dessous, je veux une catégorie en forme de pilule. Dans le coin, possibilité de sélectionner, afficher une flèche chevron à droite de chacune des lignes, mettre aussi une couleur de survol.
Voilà, donc on peut y aller, hein, on peut mettre pas mal de choses. Là, je précise rien sur les styles, mais en fait, à partir de ce prompt, l'IA va essayer de déterminer un ensemble de styles qui ont un sens, et également les propriétés. Donc, juste prendre ça et le grouper ici. Voilà. Alors, ça prend un peu de temps, hein, ça prend à peu près 30-40 secondes. Et donc, la difficulté pour nous, en fait, c'est de déterminer quelle IA on peut prendre, comment configurer l'IA. Pour cela, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de réflexion, peu de réflexion? Est-ce qu'on a besoin de peu de tokens, beaucoup de tokens? Et après, il y a l'aspect financier, parce que chaque requête génère un coût. On paie à la requête. Et donc tout ça, en fait, ça va être une alchimie, un calcul pour savoir, un calcul, beaucoup d'expérimentation pour savoir est-ce que ça va être ChatGPT, est-ce que ça va être Claude, est-ce que ça va être Gemini, quel forfait, et puis sa configuration. Donc là, je suis en mode ChatGPT et je suis en réflexion Medium. En fait, tu veux te débarrasser de nous pour qu'on te demande plus rien parce qu'on va pouvoir se débrouiller. Vous voyez, il y aura toujours. En fait, ça va générer d'autres types de supports. Hein. Bon. Ouais. Et la question que je me pose, vas-y, Didier. J'allais dire c'est un peu long parce que je suis en medium sur ChatGPT. Donc là, c'est vraiment le premier LLM qu'on intègre. On n'a pas d'expérience sur les autres. On va continuer à expérimenter pour voir. Le problème, c'est que si on a essayé ChatGPT mini avec très peu de réflexion, et là, c'est une catastrophe. Alors que là, avec ce paramètre, on a à peu près quelque chose de correct. Mais c'est pas garanti. Oui, Ancial? Ouais, et là, du coup, tu t'es parti dans l'idée que c'est toi qui choisis l'IA qu'on utilise, ou est-ce que ça peut être un paramètre utilisateur où chacun met son token, sa clé API, etc. Et du coup, toi, ça consomme rien pour Zilio, mais c'est le compte de la personne qui choisit d'utiliser qui prend. Comme ça, c'est peut-être plus gérable pour toi. Enfin, je sais pas dans quelle idée t'es parti, ce que tu as en tête. En fait, le standard dans les environnements no-code, c'est que la plateforme s'occupe de tout. Tu n'as pas de paramétrage, tu ne vas pas souscrire à Claude, tu ne vas pas souscrire à ChatGPT, etc. La plateforme s'occupe de tout et te facture sous forme de crédit. Tu vois, tu as 20 crédits par mois, 50 crédits par mois. Et du coup, la plateforme s'occupe de tout, c'est pas toi qui vas choisir ton LLM. Et l'autre aspect aussi, c'est que on ne configure pas les LLM tous de la même façon. Moi, je suis persuadé que ce que j'ai fait là sur ChatGPT, ça va pas fonctionner de la même façon sur Gemini et Claude. Donc, de toute façon, il va falloir qu'on choisisse une et qu'on mette au point sur une seule. Ouais, donc puis c'est vrai que tu auras des résultats qui seront certainement plus robustes si c'est toi qui as choisi le modèle à utiliser. Enfin, plus robuste et plus persistant dans le temps aussi. En tout cas, ouais, ce sera certifié, je dirais, ce sera testé, certifié. Alors que si vous testez vous-même avec un autre LLM, paramétré par vos soins, vous n'obtiendrez pas. En tout cas, vous devriez refaire le travail qu'on a fait, en fait. Donc, ça rend la solution moins claire. Et du coup, tu as testé parce que tu parles de Claude, Gemini, ChatGPT, tu as testé un petit peu Mistral, non? Pour rester sur des modèles. Non. Non. Non, pour l'instant, on a testé qu'avec ChatGPT. Et on va tester avec les autres, y compris Mistral. Sachant aussi que sur l'aspect RGPD, données, etc., là, en fait, il n'y a aucun échange de données. Hein. Zillow envoie l'instruction que je vous ai montrée là tout à l'heure, on envoie ça à ChatGPT, il nous renvoie un composant développé. Le composant vous appartient, fait partie de l'application, et à aucun moment on a échangé de données. Oui. Donc là, j'ai mon composant. Donc là, on croise les doigts, hein, parce que c'est jamais garanti. Il est tout en haut, liste moderne. Donc ça, c'est un nouveau composant. J'ai choisi ma table produit. Voilà, donc là, c'est un nouveau composant. Il ne fait pas partie de la librairie Zillow que vous connaissez. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est plus bas. Donc en fait, votre IA en fait, a reconduit les propriétés habituelles. Hein. Donc là, on lui a dit de mettre une image, un titre, sous-titre, catégorie. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas traduit, d'habitude c'est traduit. On devrait avoir sous-titres, etc. Et là, on a description de l'use à la place de
devis, ici on met catégorie. Voilà, donc on a bien un fruit ici. Et si on teste, voilà, c'est bien le premier écran. Vous voyez ici, il est bien une couleur de survol, comme demandé. C'est Et puissant, ça. je devrais pouvoir aller sur l'autre écran, sur un écran de détail. Oui. Et tu peux l'éditer si ce prompt, tu veux l'améliorer parce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, pas encore, mais il va falloir le faire. Ah, c'est marrant, là, ça marche pas. Si je puis me permettre juste une petite Oui. réflexion, enfin me donner ma petite contribution sur ce sujet-là, de ce que je vois. Alors c'est très intéressant. Pour ma part, en ce moment, je fais énormément de vibe coding justement, parce que c'est pour expérimenter, hein, très clairement, et c'est aussi pour faire des comparaisons par rapport à ce que l'on peut voir. Notamment, il y a énormément de vidéos YouTube sur le sujet et on a tout et n'importe quoi. Je vous le dis vraiment, entre ceux qui veulent vendre leur SaaS, et puis c'est très compliqué de s'y retrouver là-dedans. Donc moi, pour faire ma propre idée, je préfère tester moi-même. Donc j'utilise Claude, je vous le dis directement, je fais vraiment un vrai vibe coding, c'est-à-dire que j'ouvre mon Claude, je prompte ce que je veux et il me fait mon appli. Mais c'est contrôlé dans le sens où bah, moi, je lui donne la stack que je veux utiliser. Alors, je veux pas rentrer dans les détails techniques, mais je reste quand même un peu technique dans l'idée. Je fais pas. Par contre, j'ai testé des solutions comme Lovable, j'ai testé des solutions comme Replit, j'ai testé des solutions comme Cursor, Windsurf, et j'en passe. Et il y a toujours un problème, et ça, je pense que c'est une piste de réflexion qu'il va vraiment falloir avoir avec Zio, je pense. C'est comme tu parlais tout à l'heure des tarifs. Pour être très honnête dans ce que j'ai vu, ceux qui marchent avec des crédits, c'est toujours très compliqué parce que dans un crédit, on ne sait pas vraiment ce que ça représente. On dit, bah, tu as 100 crédits par mois. Alors, au départ, par exemple, Lovable faisait 100 crédits, c'est 100 prompts. Le problème, c'est que comme ça, ils se sont vite rendus compte que c'était pas du tout rentable parce que suivant ton prompt, comment il est compliqué, ton nombre de tokens sur l'IA peut être multiplié par 10, par 100, ça dépend, et ça peut vite revenir cher à la boîte. Donc après, il y a eu d'autres offres qui ne sont pas en crédit mais en token. C'est comme ça que fonctionne notamment Bolt, qui est aussi un concurrent de Lovable. C'est-à-dire qu'on ne paye pas au crédit ou au prompt, mais on paye un certain nombre de tokens. Et pour avoir testé ces solutions-là, je suis arrivé à une conclusion qui était la suivante, et qui est dommage, parce que l'idée est bonne, c'est que bah, finalement, je préfère donner 100 balles à Claude et avoir un full contrôle, plutôt que de payer, je ne sais pas, 30 ou 40 euros par mois de crédit, sachant que bah, ça se trouve qu'en 3 prompts, je vais avoir explosé mes crédits parce que j'ai demandé quelque chose d'un peu complexe, parce que j'ai demandé, voilà. Et ça, c'est un vrai deal. Moi, j'ai fait des tests avec Bolt, j'ai fait des tests avec Lovable, et même si l'idée est bonne en soi, le problème qu'on a, c'est toujours le problème du crédit ou du token. C'est-à-dire que bah, dès qu'on commence à taper un peu dans le prompt, si j'ose dire, et bah, ça peut vite revenir très cher. Aussi bien pour la personne qui fait l'appli que pour la personne qui l'héberge, c'est-à-dire aussi bien du côté de l'offrant que du demandeur, quoi. Donc ça va être un sujet qui va être, je pense, un peu épineux pour CQ. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'autre, c'est technique, hein, quand même. Hein. C'est pas, faut pas le comparer avec un outil de code. Oui, Emmanuel? Oui, pour rebondir sur ce que dit Guillaume, moi j'utilise Lovable pour faire toutes mes maquettes, mais après je les reproduis sur Zilio. Tout simplement parce que quand c'est en production et que mon client me remonte un bug, je suis incapable de débugger du React ou autre. Bah, est-ce que Lovable, tu as du code derrière? Ouais, mais je ne peux pas rentrer dedans. Et facturer ça à un client et après être incapable de débugger derrière, je n'ai pas le niveau. Ça, c'est le problème de ces outils-là, c'est que derrière, il y a du code. Alors, Bolt, c'est même pire, parce que Bolt, c'est vraiment quasi... On commence par le code et on a l'écran, alors que Lovable, tu as l'écran d'abord et tu as le code qui va derrière. Le vrai problème de Lovable, c'est que déjà, bah, effectivement, si tu n'as pas une connaissance du code à minima, dès que tu te retrouves avec un bug, c'est indébugable. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que parfois, notamment quand l'API devient un peu complexe avec Lovable, l'IA est vite out, quoi. C'est-à-dire qu'elle est capable de te casser ton appli en 3 secondes. Tu fais un prompt, ça te casse l'appli, et même si tu as la petite option qui te permet de dire d'essayer de revenir en arrière ou d'essayer de réparer, il n'y arrive pas. Et là, tu te retrouves avec un truc qui marche plus. Et
Et le seul moyen que tu as, c'est d'aller dans le code et d'essayer de gratter toi-même. Et c'est effectivement, si tu. Bah voilà. Ça, c'est un véritable problème de ces outils-là et que les gens ne voient pas en premier lieu, parce que forcément, quand ils mettent en place le truc, ils disent ouais, c'est génial et tout. Et dès que tu commences à gratter et à taper vraiment dans le creux, hein, comme on dit, et ben, dès que tu te retrouves face à ce problème-là, c'est vite un problème. La surfroide. Oui, c'est ça. Didier, ça marche super bien, ça, c'est cool. Oui, c'est vachement. Et pour répondre à la question des API, tout à l'heure, quelqu'un a posé la question de savoir si Zilio allait intégrer ça ou si elle allait en utiliser les API. Alors moi, personnellement, je préférerais même que Zilio propose une solution one-shot, j'ai envie de dire, parce que les API, on va pas se mentir, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser les API IA, mais ça peut vite revenir extrêmement cher. C'est un truc de fou. Donc, Il y a Mohamed qui voulait intervenir. Ton micro. Je voulais rebondir par rapport à ce qu'on dit sur l'IA. Je suis d'accord avec moi aussi, je fais pas mal de prototypage sur les outils comme Zit, des fois aussi sur Hostinger, pour voir un peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que le problème de prompting, ça cause énormément de problèmes. Peut-être que Didier, il faut s'en inspirer de ce que fait Dust, parce que Dust, ils ont pas mal de LLM et aussi Abacus IA. Donc, c'est des outils qui peuvent te permettre de t'inspirer pour le nombre de tokens à utiliser. Je pense que, ouais. Bon, pendant qu'on discute, moi, je crée des composants. Allez-y. Tout ce qu'on t'a demandé, là. C'est vrai que le problème de l'IA est que les utilisateurs de l'IA ne comprennent pas parce qu'ils ne le savent tout simplement pas. Et c'est notamment le problème qu'on a avec Lovable, qu'on a avec Bolt ou avec n'importe quel outil IA finalement. C'est le contexte. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du vibe coding, on fait prompt sur prompt et on ne se rend pas compte que y a un moment donné, on va dépasser le contexte, c'est-à-dire que l'IA va commencer à oublier des choses et elle va commencer à halluciner. Et c'est là que ça commence à se gâter. Quand on fait du vibe coding, en tout cas du vrai vibe coding, j'entends, on sait arrêter l'IA à un moment donné pour repartir sur un chat propre. Parce que on lui a fait coder une feature, on lui a fait faire un composant, peu importe quoi. Mais on sait qu'à un moment donné, si on va trop loin dans le développement, alors c'est un peu différent avec Claude, parce que Claude, il a une fonction où il compacte lui-même les discussions, donc on peut presque aller illimité, mais dans l'idée, quand on fait du prompt comme ça, le problème, c'est qu'à partir du moment où on commence à dépasser le contexte sur un projet, ça peut venir vite se gâter. L'IA va commencer à halluciner, faire n'importe quoi, et c'est comme ça que petit à petit, on va casser son projet. Et ça, les gens n'en ont pas vraiment conscience quand ils utilisent l'IA. Et c'est un système que si on ne le connaît pas bien ou si on ne le maîtrise pas bien, même au niveau du prompting, du prompt engineering, on peut vite se laisser dépasser en fait par l'IA et ne plus comprendre ce qu'on fait en fait et ne plus être maître de son projet. Et je pense que Didier, tu as bien résumé. Toi, ce que tu veux, c'est qu'on reste maître de notre projet et donc peut-être permettre à l'IA de construire les choses, mais ne nous laisser la main finalement sur l'aspect final, sur l'aspect vraiment logique de l'application. Oui, exactement. Ouais. Donc là, vous voyez, un composant, j'en ai fait tout à l'heure, là, dans l'après-midi, c'était mieux fait. Vous voyez, ici, il n'y a pas de marge entre les cartes. Il n'y a pas de padding. Et attendez. Alors, après, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu envisages que les composants-là soient attachés à une application ou réutilisables dans d'autres? Parce que si on arrive à un résultat qui nous va bien, on n'a pas forcément envie de le reprompter pour avoir quelque chose qui va être à peu près la même chose, mais pas complètement la même chose, puisque c'est un des problèmes de l'IA, c'est qu'avec le même prompt, tu n'auras pas le même résultat 100% à chaque fois. Oui, exactement. Ouais. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop. Les composants vont vous appartenir parce qu'elles font partie de l'app. Après, on pourrait réfléchir à des aspects d'hybride composants. Vous pourriez réutiliser des composants d'une app à une autre. On pourrait aussi réfléchir à une notion de partage de composants. Oui, ça peut être une bonne idée. Ouais. Pourquoi pas monétiser des composants? Je ne sais pas, à voir. Mais ça se partage assez simplement.
C'est un fichier. Vous voyez, donc, je m'en sors en fait parce qu'il a proposé tous les styles qui vont bien. Là, il a proposé un paquet. Mais dans le prompt, j'aurais pu lui préciser, hein, beaucoup plus de détails. Là, je ne l'ai pas fait, mais Faut que tu nous ouais. montres, tu nous laisses à dispo des exemples de prompts pour qu'on nous on s'en inspire pour savoir les rédiger, quoi. Après, il y a des IA qui sont meilleurs que d'autres. Je vois par exemple Claude est très très bon dans le design premium. Il est vraiment très très bon quand il s'agit de faire du design premium et de la réflexion code. Gemini va être moins bon dans le design, mais il va être meilleur dans la, comment dire, dans le j'ai envie de dire la partie logique, on va dire de ce que l'on demande, hein. C'est-à-dire qu'il est un peu plus travaillé. Bon, je mets pas Opus dans le truc, ça sert à rien, parce qu'Opus, lui, il éclate tout. Mais ChatGPT est pas mauvais. Mistral, j'ai pas testé, pour être très honnête. Par contre, j'ai eu, moi, de meilleurs résultats en vibe avec ChatGPT, Codex, on va dire. Donc, on va dire l'IA utilisé pour coder avec GPT. J'ai eu de bons résultats à partir du moment où on le guidait vraiment. C'est-à-dire qu'on lui donnait vraiment le cahier des charges. En gros, c'était le codeur qui sort de l'école 42 et puis qui fait qu'appliquer les trucs sans réfléchir. Là-dessus, GPT est très très bon. Par contre, dès qu'il fallait réfléchir un peu, là, je repassais sur Claude. Gemini, il est un peu entre les deux, pour vous donner un peu l'idée globale Ouais, sous les différentes IA. je suis d'accord, j'utilise les trois aussi. C'est Envoyez Gemini, un peu les deux. Ouais. Bon, vous voyez, c'est très bien, même. Hein. Ouais, c'est propre, hein, c'est propre. Hein. Et la sélection fonctionne, regardez en haut. Il comprend le système de sélection de Zillow. T'as vu, pendant que je parle, tu as pu réparer ton prompt. Bah non, je joue avec le style, en fait. Parce que là, on peut pas reprompter, là, dans la version actuelle. Hein. On peut pas coller les vous avez fait. Et peut-être pour finir la soirée, est-ce que tu veux nous parler un peu de la roadmap des prochains mois? Parce que là, tu nous présentes ce genre d'outils. C'est quelque chose qui peut arriver avant la fin de l'année ou c'est pas Ouais, plutôt ok. Ouais, bon sujet. Alors, juste avant ça, je voulais vous montrer un projet où j'ai créé plein de composants. Donc, j'ai créé un composant accordéon. Je vous montre rapidement. Voilà, vous voyez. Ah, c'est cool. Sympa. J'ai créé. Ce que vous voyez entre parenthèses, c'est le nombre d'essais. C'est le nombre de fois où j'ai insisté pour avoir un composant qui marche. Là, la première fois, là, il a fallu 10 fois pour celui-là. Alors, je vais mettre en tablette, il est sympa. Regardez ici. Excellent. Sympa, hein? Vous allez avoir des prompts de tous les composants que j'ai fait. Là. Sinon, je vous enverrai la liste des prompts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des tabs. Le prompt fait tout, hein, fait tout, entre guillemets, je veux dire par là, c'est que plus le prompt est bon, plus ton résultat a de la chance d'être bon. Il faut être précis. Et là, voilà, des tables qui s'appuient sur une table. Donc là, c'est la table utilisateur, où on n'a que 2 utilisateurs. Ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, ça doit rappeler quelque chose à quelqu'un, dans l'audience. N'est-ce pas, Martial? Ouais, J'ai pas pensé mal à la toi. présentation comme ça. Et vous prévoyez de donner des crédits gratuits à ceux qui participent aux ateliers ou... En même temps, là, je vois quelques composants que tu as fait. Je vois très bien comment refaire la fonctionnalité avec ce qu'on a aujourd'hui dans Zilio, sans passer par de l'IA qui code le truc. Alors, le résultat sera peut-être pas aussi fluide, aussi ergonomique, etc., quoi. Mais Pas tous, ceux-là, tu peux pas les faire, là, le catalogue. non, j'ai pas dit tout ça, mais Ouais, certain. Là, on a un catalogue, effectivement. Ouais. C'est ça que j'ai besoin, moi, pour ma nouvelle appli. Ouais, mais ça fait partie de nos discussions. Hein, donc, Ah oui, je tu t'en inspires. C'est propre, hein, c'est... Voilà, l'icône, elle est toute petite. Donc là, il faudra un prompt pour corriger. Hein.
Limite, ça me fait penser à des templates Flutterflow un peu, sur certains points. Parce que c'est vrai que des fois, Zilio, il est un petit peu... et c'est pas évident de faire... Alors, il y a les conteneurs maintenant, bien sûr. Mais On va pas non plus faire 400 composants. Est-ce que tu n'as pas peur que ça, justement, tu parles de 400 composants, que ça dérive un peu et que du coup, les utilisateurs flemmards que nous sommes prennent un peu le pli de tiens, j'ai besoin de ça, je le prompte et je cherche même pas si ça existe ou si je peux le faire en mixant un conteneur, un truc de sélection et puis autre chose. Ouais, Est-ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On m'a fait la remarque, du coup, tu auras moins de support parce que on va créer nous-mêmes nos composants. En même temps, ça va créer du support parce que vous avez créé des composants, puis certains d'entre vous vont venir me voir. Dire, ah, mon composant, il marche pas ou il marche plus. Est-ce que tu peux m'aider? Et je vais me retrouver à débugger des composants. Oui, c'est ça le risque. que tu n'auras pas codé, tu sauras pas comment il était fait. Ouais. Quand tu crées avec l'IA, tu es responsable de ce que tu crées avec l'IA. Je pense qu'on peut pas demander un support sur quelque chose qui a été créé par l'IA. Ça me paraît, enfin moi en tout cas, ça me paraît logique. Si je crée un composant avec l'IA, je vais pas avoir l'idée de venir te voir en disant mon composant marche pas. Le seul petit truc éventuellement qui pourrait être frustrant peut-être pour certains d'entre nous et pas pour tout le monde, c'est de pas avoir accès à ce qu'il y a derrière. Parce que finalement, quand on a un prompt, on fait un composant qui ne marche pas, tu as envie de voir ce qu'il y a derrière pour essayer potentiellement de le corriger. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne sur Zilio, entre guillemets. Je sais pas comment ça peut être, comment ça peut faire. Parce que c'est vrai que si tu as un prompt qui marche pas, à part réitérer, tu peux rien faire d'autre. Si tu peux pas, t'as pas accès à ce qu'il y a derrière, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Zillow Access, donc ici, tu vas pouvoir prompter et rediscuter, tu vas pouvoir reprompter derrière, à partir du code qui a été généré. On va le Alors, resoumettre. il garde quand même un historique, du coup. Il y aura un historique, ouais. Pour l'instant, il n'y a que ce one shot. Ouais, par rapport à l'historique, ce que je veux dire, c'est que ce serait bien qu'on puisse choisir nous-mêmes le nom. Comme ça, derrière, on peut mettre des numéros de version aussi ou des choses comme ça. Et puis un nom qui nous parle par rapport à un contexte. Je peux déjà préciser le nom du composant. Dans le prompt, ouais. Si. Ouais. Mais voilà, l'idée, en fait, ça va être, pour répondre à ta dernière question, Emmanuel, ça, on va le sortir le plus tôt possible. L'idée, c'est de laisser les utilisateurs expérimenter. Donc, on mettra à disposition des crédits IA. D'ailleurs, on va pas mettre de notion de crédit, hein. On va juste allouer un budget. Il n'y aura pas de notion de crédit pour créer autant de composants que vous voulez. Et ce sera réservé aux utilisateurs qui se sont abonnés, évidemment, parce que c'est vraiment un coût supplémentaire pour nous. Ah bah oui, ça j'imagine que c'est un coût. Ceux qui sont déjà abonnés à Zilio, ce bouton générer sera conditionné par rapport à l'abonnement. Et vous pourrez l'utiliser. Je pense que c'est pour répondre à ta question, Emmanuel, dans les semaines qui suivent, le temps qu'on termine, qu'on peaufine l'intégration avec l'IA. Vous avez vu ici, les boutons ne marchent pas très bien. Là, il faut qu'on mette un chat, qu'on puisse répondre, qu'on puisse reprompter sur un composant qui ne correspond pas exactement à ce qu'on veut. Et il faut qu'on peaufine sur les LLM, qu'on teste avec d'autres LLM, mais rien ne nous empêche de sortir déjà une première version de ChatGPT. Vous me connaissez, moi, je suis toujours à sortir le plus tôt possible. T'aimes bien expérimenter. Donc, on pourrait sortir cette version avec ChatGPT. Nous, de notre côté, on continue à itérer avec d'autres LLM, d'autres paramètres, et on ressortira une autre version encore meilleure. D'accord. Et Didier, par contre, dans l'avenir, c'est pas prévu, c'est-à-dire je donne un prompt, il me crée toute l'application. Non, mais c'est quand même bien de bricoler. Hein. Non, mais c'est déjà très bien. Hein. Si déjà on peut faire des écrans, on n'est pas loin. Hein, finalement. Ouais. On fait des plaisir de construire son appli. C'est une autre façon de construire, en fait. Moi, je l'ai vu en vibe coding. Moi, j'aime bien coder et tout. Et j'aime bien vibe coder aussi parce que c'est vraiment une toute autre approche. On est chef de produit, là. On n'est plus dans le développement, on n'est plus dans la création, on est chef de produit. Faut se mettre vraiment dans cette situation-là quand on est avec l'IA. C'est qu'on est chef de produit et on pilote le produit. C'est vraiment une façon de penser totalement différente, mais qui est aussi très intéressante, d'une certaine manière.
Et Ouais, Didier, enfin, je dois te dire qu'à cause de toi, parce que tu m'as hypé avec ton IA là, j'ai pas révisé ma langue des signes, je vais me faire engueuler demain, je dirais que c'est de ta faute. Oui, t'es encore là, tu devais partir à 22h. Et oui, bah, c'est pas grave, maintenant j'étais hypé, là, fallait que je regarde ça, c'était pas possible. ouais, puis Donc t'as voilà, raté du spectacle, parce que j'ai même un composant où tu peux jouer à puissance 4. voilà, bah, je dirais demain à ma prof de LSF, c'est la Mm. faute à Didier. Il m'a pas laissé réviser, là il m'a parlé de son IA, du coup j'ai pas bossé. C'est à cause de puissance 4, trop bien. Trop bien le puissance 4. Ouais, mais c'est trop facile En maintenant. tout cas, Didier, bravo hein, pour cette démonstration. Franchement, moi qui aime bien le vibe code et tout, ça me hype de fou, perso. J'ai hâte de pouvoir voir ce qu'on peut faire avec ça. Je pense que l'historique va être très important. Mm. Et si l'IA derrière arrive à suivre et puis que les coûts arrivent à suivre, ça peut être vraiment une très bonne chose hein, pour Zillow. Je pense que ça peut être notamment avec la concurrence. C'est un truc de De ouf. faire davantage de sur-mesure, parce que c'est ce qu'on cherche aussi avec Zillow. En tout cas, ça remplace rien. On ne fera pas du lovable, hein. On reste sur un multi-méthode. Vous gardez la maîtrise de vos écrans, de vos données et de vos textes, de dispositions. Il y aura toujours les containers. Donc là, l'idée, c'est d'ajouter des composants, peut-être qu'on ne fera jamais, hein. Il y a des composants qui sont tellement spécifiques. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut prompter pour faire, ce que je sais que tu as déjà, alors c'est vrai que c'est pas très utilisé, le SDK que tu avais mis à dispo pour faire des libres, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait utiliser l'IA pour faire de la librairie comme ça? Ben, pourquoi pas, mais là, c'est ce qu'on fait, en fait, hein. Ça utilise le truc de développement en interne, vous ne le voyez pas, mais c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, D'accord. aujourd'hui, tu pourrais aller prendre le SDK de Zillow avec du vibe coding, code, et tu pourrais créer une librairie. Je peux déjà le Ça faire. pourrait être marrant de tester ça, effectivement. J'avais Faut déjà faire- testé un peu, j'avais pas trop réussi, mais je suis pas très compétent, quoi. Ouais, moi J'ai- j'ai fait des fonctions, mais les composants, j'ai pas trop réussi. Mm. J'ai fait Ah, quelques fonctions en plugin, mais les composants, j'ai pas réussi à le remettre, à le réutiliser dans Git et puis à bien l'intégrer, etc. Donc, je voulais m'y remettre un de ces quatre, mais j'ai pas eu le temps. C'est ok. bientôt tes utilisateurs qui vont créer les composants, Didier. Tu n'auras même plus besoin de les créer, on va les créer pour toi. Et du coup, oui, là, on parle de composants et puis d'écran, mais est-ce que des formules, des fonctions qui sont pas dans le catalogue Zilio, on pourra le faire aussi? Ouais, c'est prévu, ouais. C'est pour ça qu'on a préparé ici un type Ouais. d'éléments à générer. Donc, il y aura les actions, il y aura les formules. Et pourquoi pas les thèmes? Les thèmes, c'est extensible aussi. On peut, dans le SDK, on va ajouter des thèmes. Et est-ce que tu peux rajouter un bouton que quand je clique dessus, ça fasse une application et que ça me verse les sous directement dans ma poche? Ouais, mais il est très cher. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Donc, c'est assez intéressant. Ouais, c'est Euh, cool, hein, vraiment cool. En un Enfin, niveau, ça marche du premier coup. Je peux vous dire que là, j'en avais un peu marre au bout de 10 fois. Ça marchait pas. Enfin, en fait, je pouvais, euh, je pouvais déplacer des cartes et puis c'était toujours la même qui revenait en premier. Vous voyez, des fois, c'était un peu bizarre. Sur la pendule ici, je l'ai lancé plusieurs fois et la première fois, j'ai eu des aiguilles n'importe où. J'ai eu 10 aiguilles qui étaient en train de tourner. Ouais, vous voyez, des fois, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On se demande pourquoi. Et puis l'essai d'après, c'est parfait. On se retrouve avec une horloge parfaite. Vous voyez ici, je peux ouais, même la l'IA peut halluciner assez facilement sur certains trucs, des fois, on ne sait pas pourquoi. des fois. Hmm. Voilà. Ah, ta pendule, elle me plaît bien pour mon app de course, pour le suivi live sur le Enfin, un deuxième chronomètre. écran. Ouais. On dirait que le cadran a été dessiné à la main. Très bien tout ça. Bah, en tout cas, c'est super chouette. Ça va être bien, ça va être une belle avancée, ça. Ouais. Ça va être une belle avancée. En tout cas, je vous tiens au courant dans le Slack. Je vais vous mettre une version à disposition à ZAP dès que ça marche, dès que ça marchote. Je vous donne une version. On mettra un crédit dispo. Il n'y aura pas de crédit.
ce sera libre. Et puis, en retour, on espère que vous partagez vos composants, même ceux qui ne fonctionnent pas, hein, c'est toujours intéressant de des composants complètement cassés. Et voilà, si vous pouviez, on a un canal échanger vos réalisations dans le Slack, donc si vous pouvez partager vos meilleurs composants, ce serait vraiment sympa. Avec plaisir. Très bien. Ça peut être très, très sympa à tester. Ouais. Moi, j'attends vivement pour mon app. Parce que là, je veux plus tard le mettre en place pour la rentrée prochaine, quoi, en septembre. Donc, j'ai une marge, mais bon, ça peut aller vite aussi. Ouais, ok. Ok, super. Super, on va se quitter là. Merci beaucoup, en tout cas. Merci bien. tout le monde. Merci. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci. Salut. Ouais. Merci, bonne soirée.